course Grand Prix de France Moto 1987. Et rien ne prouve que l'intérieur, donc à droite vers les stands, soit la bonne position pour prendre le départ donc de ce Grand Prix 250 cm3. Sur la première ligne, aux côtés de Dominique Saron, nous attention, c'est parti, Gérard Van Der Gut. Nous allons trouver donc un excellent départ d'Antoine Mang qui a pris donc l'avantage. Martin Wimmer est deuxième, Dominique Saron est en quatrième position alors que Roth est troisième. Ils s'engouffrent tous dans la nouvelle chicane, donc cette chicane de la courbe Dunlop. Antoine Mang qui est en tête du championnat du monde, qui a déjà pris l'avantage devant Martin Wimmer en deuxième position, alors que Dominique Saron a fait un tout droit. Dominique Saron a fait un tout droit dans la chicane, ainsi que de nombreux pilotes, Matt Léot, Baldé et tout ça. Il y a eu donc un petit cohu-bohu ici dans cette course des 250 cm3. Freinage de la Chapelle. Dominique est en 8e position, juste derrière Manfred Hervé. On constate que cette course est partie très vite. Les 125 tout à l'heure, c'était une grosse bagarre, de nombreuses chutes. Là, c'est mouillé. Un choix de pneumatique évident. Il fallait partir en pneus pluie et Antoine Mang a fait le bon choix. Mais rassurez-nous, le petit tout droit de Dominique Saron, c'est pas du tout irrémédiable. Ce n'est pas du tout irrémédiable, mais il y en a un qui a profité de cela, c'est Guy Bertin. Guy Bertin qui est en 6e position. Et on voit que Cornu vient de faire un petit travers. Il faut noter tout à l'heure que 200 virages du Muget, il y a eu de nombreuses chutes et ça risque d'être très animé en 250 cm3. Tout naturellement, on retrouve en tête de ce Grand Prix de France 250 les deux leaders du championnat du monde 250 cm3. Le numéro 4, Antoine Mang, le numéro 24, René Roth. Et vous voyez, ça glisse, on accélère. Sur l'angle, ça glisse énormément. Et on peut dire qu'une chute vient de se faire dans cette sortie de courbe. Dominique Saron est tombé. C'est Stéphane Mertens qui est tombé à la sortie du garage vert. Et là, entre dans la chicane, donc les 4 premiers. Le 5e n'est autre que Guy Bertin qui dispose d'une 250 Honda privée. Vous savez, Christian, René Roth qui est en tête devant nous, numéro 24, a une Honda usine. Coût de la moto, 180 millions de centimes. Coût de la moto de Guy Bertin, 160 000 francs. Oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que évidemment les conditions atmosphériques extrêmement difficiles nivellent le tout, nivellent la puissance, et que là c'est plus une question de feeling, une question de pilotage, et que peut-être la machine qui n'est pas une machine usine, qui était peut-être un petit peu moins pointue au niveau puissance, est aujourd'hui dans ces conditions extrêmement difficiles un plus. Exactement, Christian, c'est ce que j'allais dire. Tout va bien. Donc, au niveau de cette course, les puissances vont être nivelées. Et pour ce qui est de piloter une moto sous la pluie, c'est un peu plus le feeling que la puissance même. Mais on se rend compte déjà qu'au deuxième tour, c'est Antoine Mang qui vient de laisser la place à l'Allemand Roth qui est deuxième. Et Dominique Saron est déjà revenu en 5e position. Mathioli est 9e. Et nous arrivons au freinage de la Chapelle. Roth est premier, Antoine Mang, numéro 4, deuxième. Le 12, c'est Carlos Cardus. Le numéro 6, c'est l'Allemand Martin Wimmer qui était blessé en Allemagne, qui revient progressivement au meilleur niveau. Et en 5e position, c'est déjà Dominique Saron. Mais Dominique, trop enthousiaste, trop peut-être excité, qui ressemble de plus en plus à son frère, on pourrait dire. Avant, Dominique était sérieux, réfléchissait peut-être un peu plus, et là maintenant c'est l'enthousiasme qui le pousse à aller peut-être à la faute. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir interrogé il y a quelques secondes à peine en direct dans le journal de 13h, quelques minutes dans le journal de 13h, avoir interrogé Dominique Saron, il y avait vraisemblablement un petit problème. Quand j'ai vu arriver Dominique sur la grille de départ, il n'avait pas un visage serein, il y avait un petit problème technique. Enfin, espérons, oh là là. Une petite glissade donc à la sortie du garage vert. Car évidemment, ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, c'est que pour gagner du temps, c'est celui qui gagne le plus de temps, qui est le plus rapide, c'est celui qui arrive le plus tôt à ouvrir les gaz. Évidemment, quand on se loupe légèrement, c'est la légère petite glissade. C'est la légère, exactement. Il faut rendre la main, comme on dit, ne pas trop tourner la poignée, mais ça, ce n'est pas vraiment évident. On l'a vu en 125 de nombreuses chutes parce que la puissance arrive relativement vite. Et là, René Roth a pris une avance confortable et Cardos est déjà passé en 2e position. Mang est 3e, Wimmer 4e et Dominique est déjà 5e. Avec dans sa roue l'étonnant Manfred Hervé. Manfred Hervé qui a terminé 2e du championnat du monde en 1984 dans la roue de Christian Saron. Manfred Hervé qui dispose lui aussi d'une Honda privée. En tête pour le moment donc l'Allemand René Roth, numéro 24, avec une toute petite avance sur l'Espagnol Cardus, 3e Antoine Mang, 4e Martin Wimmer. Et vous le voyez, il continue de pleuvoir sur ce circuit Bugatti. Les pilotes entrent dans la nouvelle chicane, très difficile à prendre, très technique. La sortie est relativement facile, mais pour rentrer sur l'angle à l'attaque dans ce virage, ce n'est pas évident. On suit ici Martin Wimmer, l'Allemand,
qui est la première Yamaha. Devant lui, 3 Honda Usine, à commencer par celle de René Elroth, qui porte le numéro 24. Il était 24e au championnat du monde l'an dernier. Alors c'est assez logique cette domination de Roth quand on regarde le classement au championnat du monde, car Roth est extrêmement régulier. Des places de second, des places de troisième, pas une seule victoire depuis le début de la saison, alors que Mang, lui, a déjà triomphé 3 fois, ce qui explique assez une conduite coulée, une conduite raisonnable, rapide, raisonnable sous la pluie, ce qui lui fait pas de faute et qui lui permet de conserver le commandement. Exactement, mais il faut constater tout de même que lors du dernier Grand Prix, c'est Anton Mang qui avait mis tout le monde d'accord. René Elroth s'était fait distancer par Mang, et là, Anton Mang, c'est lui fait distancer. Mang, regardez, a pris donc plus de 2 secondes et demie et est en 3e position. Et Dominique Sarron, lui, n'a pas l'intention de se laisser distancer. Pourtant, il y a toujours Jacques Cornu. Jacques Cornu qui est derrière lui. Une donc très belle course. Ici, Anton Mang au freinage de la 2e chicane. Anton Mang qui est sur des œufs apparemment. Wimmer est donc toujours 3e. Martin Wimmer donc en 4e position. Ici nous voyons le 2e, l'Espagnol Carlos Cardus, qui était un habitué des chutes. Et bien Cardus, qui est tombé au Japon, s'est blessé, revient au top niveau et constate que Dominique revient lui aussi très très fort. Regardez avec quelle facilité. Et derrière au fond dans l'écran, un homme à ne pas oublier, Christian. Il s'appelle Ponce, à droite sur notre écran, de dos. C'est le dernier qu'on vient de voir apparaître. Il est déjà là, avait fait un très mauvais départ, alors que Stéphane Mertens est rentré au stand. Mertens qui a fait une chute au garage vert. Alors sur notre classement, Dominique Sarron apparaît en 8e position, mais en fait ça ne semble pas tout à fait vrai. Et on donnerait à Dominique Sarron 5 secondes de retard sur René Elroth, ce qui me semble assez Ça c'était énorme. il y a 2 tours, Christian, parce que notre classement est un petit peu décalé. En fait, en tête de la course, ça a un petit peu bougé. Roth est toujours devant Cardus, Mang et Wimmer. Et Dominique essaye de revenir. Mais l'avantage de Roth, non seulement il est devant, il a une moto puissante, mais il ne bénéficie d'une piste libre. Il n'est pas obligé de rouler dans le nuage d'eau, comme vous le voyez, vous le constatez là. Et c'est pas vraiment évident, puisqu'on ne peut pas vraiment bien choisir la bonne trajectoire, où la piste a tendance à faire une toute petite traînée sur laquelle il faut aller chercher l'angle. Alors ce qui serait intéressant de demander à Gérard Van der Gut de nous montrer tout à l'heure, c'est justement dans ce virage du musée où nous étions tout à l'heure, on voit très très bien les ruisseaux d'eau qui traversent la piste. Et ça, tous les pilotes nous l'ont dit lors des essais, c'est le gros problème. Car une piste humide, ok, on peut faire avec sans problème, mais ces rigoles d'eau, se produit un phénomène que vous connaissez bien en voiture, qui est un phénomène d'aquaplaning, et pendant un bref instant, mais surtout, regardez là, vous voyez la flaque, on voit bien. Pendant un bref instant, plus d'adhérence, aquaplaning, et à ce moment-là, c'est vraiment, on ne peut plus faire grand-chose. Eh bien écoutez Christian, l'aquaplaning c'est simple. Si l'on est en ligne droite et qu'on n'a pas d'angle, on a une chance de bien passer. Si l'on est couché comme René Elroth et que l'on passe sur une mare, eh bien malheureusement, et dans ce cas-là, ça se termine par une chute. C'est ce qui est arrivé beaucoup en 125, c'est ce qui est dû arriver tout à l'heure à Stéphane Mertens. Et on constate que René Elroth est très à l'aise. Mais il y a aussi un choix de pneumatique qui se fait dans cette catégorie des 2,5. Il y a des pluies tendres, plus ou moins tendres, plus ou moins taillées. Et apparemment, Roth a fait un très bon choix. Sa moto est hyper bien réglée et on constate qu'il y a un écart impressionnant dès maintenant avec le 2e, Carlos Cardus. Je vous rappelle le classement. Roth, Reynolds de son prénom en tête. 2e, Carlos Cardus. 3e, Anton Mang. 4e, Martin Wimmer pour le moment. 5e, Dominique Sarron. Et bien justement, à la seconde, ça vient de changer, Christian, puisque Dominique vient de passer en 4e position. Alors il sera intéressant de suivre la remontée de Dominique et d'essayer, nous allons essayer de prendre les écarts. Et les écarts, le chrono en main, on est parti. Et là, il passe donc dans le virage du musée, alors que la pluie continue à tomber, mais peut-être moins drue. Oh non, toujours autant. Freinage du garage vert, c'est là où est tombé tout à l'heure Stéphane Mertens. Si nous pouvions rester sur ce virage... Pour pouvoir prendre l'écart. Voilà, je crois que Gérard Van der Gut nous a écoutés. Voilà. 2e,
Deuxième, Carlos Cardus, numéro 12. Voilà. Troisième. 7 secondes. Troisième, manque. Quatrième, Dominique Saron qui est... Non, mais je prenais l'écart. Il y a 9 secondes d'écart entre René Roth et Dominique Saron et 6 secondes d'écart avec Carlos Cardus qui est deuxième. L'écart pris par René Roth est en train de s'accentuer avec le deuxième. Mais Dominique Saron, par contre, lui, revient progressivement sur les hommes de tête. Il a déjà mangé Martin Wimmer, qui était donc quatrième. Et il va sans doute s'attaquer à Anton Mang, qui a fait un très bon départ. Il est parti en tête, mais c'est très vite fait distancé par Roth. Allez, on va vous prendre l'écart dans la ligne droite, qui sera beaucoup plus net dans cette course des 250 cm3, alors que les pilotes arrivent au raccordement. Regardez, Dominique Saron à droite sur votre écran, numéro 3, qui va peut-être tenter quelque chose. Oui, et c'est pas facile de passer Anton Mang dans le milieu de la moto. Anton Mang, on l'a surnommé le kamikaze, le vieux loup. Le voyou aussi. Le voyou, mais j'osais pas le dire. Le classement après 20 tours d'une course qui en compte 24. En tête, Reinhold Roth, l'Allemand. Second, Dominique Saron à 13, 14, 15 secondes selon les dépassements. Troisième, Carlos Cardus. Quatrième, Lori Reggiani. Cinquième, Cito Ponce, mais quatrième, Lori Reggiani, c'était avant. C'était juste avant le tout droit. Donc là, il a dû perdre 2 ou 3 places. Il a perdu 2 ou 3 places dans la mesure où Ponce est repassé devant lui, Manfred Hervé aussi, et puis Puig de la Rosa, qui est un pilote que l'on connaît très peu, sur une JG Cobas, une moto espagnole, mais qui est équipée du même moteur performant, Rotax, que Loris Reggiani. Ici, l'homme de tête qui arrive avec beaucoup de facilité. Là, je vous avoue franchement, Christian, je savais que Roth était un bon pilote, mais le voir aussi à l'aise ici au Mans, dans ces deux parties très techniques, m'étonne tout de même un peu, dans la mesure où il n'a pas fait du tout d'essai privé, contrairement à Dominique. À votre avis, pour apprendre un nouveau circuit comme le Bugatti au Mans, où enfin c'est un ancien circuit, mais où il y a tout de même 2 portions nouvelles avec des trajectoires pas évidentes, surtout pour celles après la ligne droite des stands. Il faut combien de tours? Ça dépend des pilotes, mais il faut à peu près rouler combien de temps, combien de tours? Eh bien, écoutez, personnellement, je peux vous le dire parce que j'ai déjà couru sur ce circuit. Et pour un pilote moyen, eh bien, il faut une bonne trentaine de tours avant de se mettre ça dans la tête, de comprendre les trajectoires. La chicane du chemin bleu qui va venir tout à l'heure est relativement facile, en quelques tours ça va, mais pour ce qui est de la chicane de la grande courbe d'un lobe, et là c'est un petit peu différent, puisqu'il faut rentrer sur l'angle, freiner sur l'angle, rentrer les vitesses, balancer d'un seul coup, choisir le bon rapport, et il n'y a qu'une trajectoire pour sortir donc du pif-paf, alors qu'il y en a énormément pour rentrer dedans. Numéro 3, Dominique Saron, actuellement second de cette course des 2,5 à 2 tours. Et à 15 secondes de René Roth. De la fin. Et à 15 secondes de René Roth, l'actuel leader qui, sauf incident ou sauf chute, va triompher dans cette manche du championnat du monde. Et on aimerait bien, si possible, regarder une seule fois, Gérard Van der Gut, si nous entendez, regarder ce qui se passe derrière, puisque nous avons un petit Français qui marche, pas mal non plus. On nous en parlait tout à l'heure, il s'appelle Jean-Philippe Ruggia. Il est dans les points, il est actuellement 7e et c'est le numéro 21. Une petite indication pour Gérard, la couleur de la moto. Elle est bleue. Le numéro 21. Numéro 21, 7e position. Confirmation du talent de Reinhold Roth, qui actuellement est co-leader du championnat du monde, puisqu'il est à égalité avec 67 points avec Anton Mang, qui tout à l'heure est tombé. Deux philosophies différentes. Roth, c'est depuis le début de la saison, c'est la régularité, 3e, second, 3e, second. Alors que Mang, lui, a 4 victoires dans sa poche. Une place de 7e et une place de 8e à son actif. Dominique Saron, numéro 3, René Roth, numéro 24 en jaune, Roth
le leader à 14 secondes derrière, en bleu, le petit français de la pole position. Alors, ça serait intéressant de savoir ce que ça va donner au championnat du monde dans le cas probable où Roth triomphe ici au Mans. Ils étaient, je vous le rappelle, à égalité avec Anton Mang. Anton Mang ne marquera pas de points. Yves, vous avez déjà fait un calcul? Oui, j'ai fait un petit calcul. Bref, si René Roth ne connaît pas de problème mécanique, apparemment ça va. Si René Roth ne tombe pas, apparemment il ne tombe pas. Si René Roth ne connaît pas de problème de pneus, ça va. Eh bien, René Roth serait en tête dans quelques tours, puisqu'il n'en reste plus qu'un à parcourir avec 82 points. Le deuxième serait toujours Anton Mang, bien qu'il ne marque pas de points aujourd'hui. Le troisième serait l'Espagnol Sito Pons, qui avec une troisième place donc marquerait 10 points. Et pour ce qui est de Dominique Sarron, il serait en bagarre avec l'Allemand Martin Wimmer pour la 5e place, alors que Dominique Sarron passe juste devant nous. Ici, c'est Cardeuse qui est en 3e position. Vous voyez l'écart? Une chicane complète entre l'homme de tête et le 3e. Ça fait plus de 20 secondes. Entre Roth et Reynolds Roth et Dominique Sarron, finalement, il y a juste l'erreur du premier tour, le voilà, 3. Voilà, une petite bêtise. L'an dernier, je disais Dominique est devenu grand, et j'aurais envie de dire maintenant Dominique est devenu Christian. C'est-à-dire un peu trop enthousiaste. Ce n'est pas négatif, c'est pas méchamment que je vous dis ça. Légère glissade du leader, vous l'avez vu, la roue avant qui se dérobe légèrement. Et le pilote dernier tour avec beaucoup de talent. Nous sommes donc dans le dernier tour. Virage du musée, ça glisse. Ah oui, ça glisse bien, mais heureusement les pneumatiques tiennent bien. Voilà. Il se lance pour cette dernière chicane du virage du chemin au bœuf. Qui n'existe plus. Il vient exactement, qui n'existe plus, un virage qu'on appréciait beaucoup, que les pilotes rapides appréciaient. Voilà l'homme de tête qui vient de passer dans la chicane. Il a il a tourné en 2,05, c'est le meilleur temps. Et il est à plus de 16 secondes avec Dominique Sarron. Cela dit, c'est normal que sur la fin, voyant sa 2e place assurée et voyant qu'il ne peut pas remonter sur le leader, Dominique assure. Dominique assure. C'est une bonne place. Roth lève déjà le pied. Et le pied, attention, c'est le pied droit du frein. Ferait-il une bêtise? On ne fait pas beaucoup du frein arrière. C'est déjà arrivé. Voilà, il fait coucou, René Roth. René Roth, 82 points en tête du championnat du monde, désormais, 2e du championnat du monde. Il est heureux, René Roth, il est content, il sait très bien qu'Anton Mang est tombé. Il le sait, il vient de prendre 15 points d'avance, René Roth, 15 points d'avance sur son poursuivant direct, Anton Mang, qui a chuté tout à l'heure dans le virage le garage vert, alors que Dominique Sarron vient de passer en wheeling. Dominique Sarron fait tout de même une bonne opération, il a réalisé le meilleur temps aux essais, on a parlé de lui, il est content, il monte sur le podium, il a marqué 12 points, il finit 2e, il monte sur le podium, tout va quand même presque bien pour ce Grand Prix de 150 cm3. Premier Reynolds Roth, 2e Dominique Sarron, 3e Carlos Cardus, 4e. Et 4e, eh bien c'est l'Espagnol Sito Pons, et l'on voit ici à droite, c'est le petit Français Jean-Philippe Ruggia qui est 8e, il se bagarrait pour la 7e place. Le classement du championnat du monde, et puis on se retrouvera tout à l'heure après pour les 500. Le classement du championnat du monde, alors en tête Roth 82 points, 2e Mang 67 points, 3e Pons 53 points si j'ai tout bien vu, si j'ai tout bien calculé. Cornu reste normalement 4e avec 42 points. C'est tout, c'est très bien passé dans ma tête aussi parce que des fois on fait des erreurs de calcul. Des grandes glissades, alors que vous voyez ici donc une présentation de ce circuit Bugatti, une vue d'hélicoptère. C'était quand il faisait beau encore, c'était il y a à peine 24 heures. Une météo qui est donc déplorable pour ce Grand Prix de France, mais il faut avouer des courses très disputées. De nombreuses chutes en 125, quelques chutes en 250 à peine. Une course fabuleuse. Une belle victoire en 2,5 de l'Allemand Roth, une belle 2e place de Dominique Sarron, et puis la prise de pouvoir de l'Allemand Roth qui s'en va au championnat du monde. Je vous rappelle que Roth tout à l'heure a gagné facilement ce Grand Prix des 250. Il est en tête du championnat du monde avec 82 points devant Mang qui est tombé mais qui a toujours 67 points. 3e
Ponce, eh oui, Ponce, attention, il reste encore 7 Grands Prix, 8 Grands Prix à disputer, ce n'est pas terminé. Ponce peut bien revenir aussi. Cornu est 4e avec 42 points, ça fait bien les affaires de Dominique, puisque Morgue et Cornu sont tombés. Et Dominique est 5e avec 39 points. Nous sommes donc juste avant le départ, de nombreux parapluies. Il pleut toujours, donc au niveau des choix de pneumatiques, il ne devrait pas y avoir de problème, comme lors du dernier Grand Prix de la Seine. Je ne sais pas si les gens qui ont regardé Atomoto fin juin s'en rappellent. Il y avait des conditions météo bien difficiles, alors que là, vous voyez la liste des pilotes. Christian Saron, son nom clignote. Il a réalisé le meilleur temps devant Wayne Gardner, Eddie Lawson, numéro 1, champion du monde en titre. Il faut noter aussi que Niall Mackenzie, numéro 11, a fait une très bonne performance, 4e temps des essais. C'est le coéquipier de Spencer dans le Team Honda. Spencer n'est plus là, donc il est tout seul. Et étonnant, le numéro 34 et le numéro 18, Schwantz et Irons. Vous me direz pourquoi étonnant? Eh bien tout simplement parce que ces deux pilotes disposent de 2 Suzuki. C'est le retour depuis 1987 de Suzuki en championnat du monde 500 cm3, alors que l'on voit ici Wayne Gardner, l'Australien, Crocodile Gardner comme on a dit, mais en fait vous savez son crocodile, si vous avez vu Automoto, c'est un crocodile, un jouet, une petite peluche. Wayne Gardner donc qui est en tête du championnat du monde pour le moment, Gardner qui a 85 points, Mamola est 2e avec 66 points. Gardner qui est entouré, on a plusieurs parapluies au-dessus de lui pour que sa visière soit le moins humide. Il a un casque avec, vous le voyez, un manchon sur le nez, je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, une protection pour éviter la buée, alors que Christian Van Ryswyk se faufile dans les stands. Christian, vous avez trouvé peut-être Christian Saron, pardon, qui est au fond. Demander un mot à Christian Saron, un mot Christian avant ce départ des 500, vous vous sentez comment? Bien écoutez, je me sens pas trop mal, simplement je crois que c'est quand même des conditions assez délicates et je souhaite que personne n'ait de problème. Vous avez suivi la course des 2,5, le petit tout droit du petit frère dans le premier virage et puis après une remontée absolument fantastique qui l'a conduit à la seconde place. Oui, je suis très content pour Dominique. Bon, je crois qu'il a choisi d'assurer sa seconde place et c'est très bien comme ça. En tout cas, merci Dominique, merci Christian de nous faire vivre ces moments absolument extraordinaires. On le laisse tranquille, on ne va pas l'embêter plus longtemps ici sur la grille de départ. Et oui, vous savez, donc comme disait Christian, je suis très content, mais là il n'a pas du tout envie de parler. Il n'a plus du tout envie de parler. Christian, c'est un pilote professionnel. Il a besoin de se concentrer énormément. Il est comme les autres. Là, il a bien voulu nous dire quelques mots, mais en fait, il était déjà dans sa course. D'habitude, Christian est un grand bavard, et là, apparemment, il n'a dit que quelques mots. Christian Saron, je vous le rappelle, a réalisé la pole position en 500 cm3. Ce bruit que vous entendez, c'est évacuation de la piste. Évacuation de la piste, donc les parapluies, les nombreux pilotes. Ici, voilà, celui dont je voulais vous parler, c'est le pilote de la Suzuki, qui a fait donc une très belle performance, qui a réalisé un très bon temps aux essais et qui, à mon avis, peut faire une bonne course. Il s'agit donc, oui, Christian, allez-y. Un témoin intéressant de ce Grand Prix 500, Philippe Alliot, qu'on retrouve sur la ligne de départ. Votre sentiment, c'est le premier Grand Prix auquel vous assistez, Philippe? Je voulais absolument voir un Grand Prix de championnat du monde moto. J'avoue que je suis très très impressionné et très content de faire du 4 roues. Et puis, autre personnalité, on est très fiers de vous avoir ici, mon cher Bernard Giroux. 2 mots sur ce Grand Prix 500 et ses conditions absolument démentes. Vous savez, je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu ce matin, en particulier la partie glissade des 2,5. Et puis, on a l'impression que ces pilotes sur la moto sont sur le fil du rasoir en permanence, qui prennent des risques exceptionnels. Ce qui est sympa surtout, ce qui est un peu différent de la Formule 1, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. Une ambiance beaucoup plus cool, beaucoup plus familiale. Et je crois que les gens de la Formule 1 devraient peut-être en tirer les leçons parce que finalement, il y a un côté beaucoup plus humain dans la moto que dans la Formule 1, bien que sur le plan de la F1, j'ai toujours beaucoup d'admiration, aussi bien pour les pilotes que pour les techniciens et tous ceux qui font ce sport. Mais je suis très content d'être là. Et après tout, aussi, ce qui est sympa, c'est d'être là, décontracté. Alors, je vous souhaite bon courage à tous les deux. Merci Bernard. Eh bien merci Bernard, vous avez pu voir donc successivement Raymond Roche le français qui pilote une Cagiva, c'est une moto européenne. Je vous rappelle que Raymond Roche qui porte le numéro 8 a réalisé le 8e temps. Ici c'est Richard Scott qui remplace Mike Baldwin blessé.
au guidon donc de la deuxième moto du team de Kenny Roberts. Ensuite, nous voyons Yatsushiro, c'est le deuxième pilote du team Honda, avec Wayne Gardner. Et à ses côtés, nous avions tout de même l'étonnant Chili, avec son 3 cylindres. Ici, c'est le numéro 10. Il dispose d'un 3 cylindres. Il place le premier 3 cylindres, donc en 12e position, à ses côtés d'Hidardiguez. Chili qui nous fait un petit clin d'œil. Et on constate que tous les pilotes ont fait le choix de partir avec leur combinaison de cuir. Ils n'ont pas mis de combinaison pluie. Peut-être Roger Burnett au fond à droite, celui qui avait tout à l'heure sous vos yeux une caméra. Voilà, c'est lui, Roger Burnett. La caméra HF nous montre le pilote. Il aurait peut-être pu nous montrer la caméra. Nous passons donc sur la quatrième ligne, alors que voilà, la caméra va nous montrer ce départ en direct. À droite, c'était Gustave Reiner. Ici, donc Burnett, et l'évacuation de la piste va être donc de nouveau sifflée. Et Burnett, lui, a décidé de partir avec une combinaison pluie, peut-être pour un peu plus de confort. Mais une combinaison pluie gêne énormément les pilotes. Vous savez, ce sont des combinaisons qui sont enfilées par-dessus le cuir, qui glissent énormément. Dans certains cas, une pression s'en va, et il faut noter que ça gonfle avec le vent, alors que nous avons un petit problème technique à l'heure actuelle. Voilà, et nous retournons donc sur cette grille de départ. Ici, Ron Aslam qui ne prend pas le départ de ce Grand Prix de France 500 cm3 au guidon de la LF4. Eh bien non, la LF4 a connu quelques problèmes de frein, et oui, c'est un prototype révolutionnaire, vous le savez, et il faut noter que Ron Aslam, qui est tout de même 4e au championnat du monde, a envie de marquer des points. Il a choisi la solution la plus sage, c'est-à-dire de partir avec sa machine d'usine pour que tout soit beaucoup plus simple. Au fond, c'est Hervé Guilleux qui pilote la 500 Fjord aux couleurs de la SNCF. Et oui, Hervé Guilleux qui est revenu après quelques années d'arrêt. Ici, c'est le pneumatique qui va peut-être tout jouer. Regardez-le bien, ce pneumatique. C'est le même que Randy Mamola. C'est un pneumatique donc de taille beaucoup plus réduite par rapport à l'origine. Et Randy Mamola a déjà gagné sous la pluie au Japon, alors que c'est parti pour le tour de chauffe. Ça fait un peu, c'est un peu votre dada, ces histoires des pneumatiques à bande pas très large. On aura d'ailleurs le temps de largement développer ce débat. Vous avez une idée très arrêtée là-dessus, et vous pensez même que vous pourriez apporter plein de choses à l'industrie du pneumatique si on vous écoutait un petit peu plus. Oui, mais écoutez, on m'a pas écouté, mais il y en a qui m'ont entendu sans doute. Ce sont les gens qui font travailler donc Randy Mamola. Il y a quelques temps, c'est-à-dire il y a 2 ans, nous avons discuté avec un préparateur français qui s'appelle Alain Chevalier. On parlait de la section des pneumatiques, et on était persuadé que cette section des pneumatiques n'était pas vraiment nécessaire sous la pluie. On en était persuadé. Et bien, pour le moment, Randy Mamola nous l'a prouvé. Lorsque les pneumatiques larges sont opposés aux pneumatiques un peu moins larges comme ceux de Randy Mamola, et bien Randy Mamola est devant. Il y a aussi une petite question de gomme, alors que l'on voit ici Christian Saron qui est parti donc tout seul, bien en tête. Et regardez tout de suite Randy Mamola, l'acrobate, qui est dans sa roue, de Rodriguez, Mackenzie, Lawson, Schwantz, Burnett, mais aussi Kenny Irons. Mais voilà, sous nos yeux donc Ron Aslam. Le virage où est tombé il y a 2 ans Christian Saron, celui-là il s'en rappelle, hein. Alors pour les 250 il faut parler allemand un petit peu, pour les 500 il faudrait plutôt parler américain. Yes, but we have a big problem because we have not the good accent. Il faut parler américain, il faut parler californien, mais il faut surtout parler australien avec Wayne Gardner, et je vous garantis que c'est pas vraiment évident de parler avec lui. Si on a une bonne bière, tout va bien. Voilà, on arrive donc dans la nouvelle chicane. À propos de bière et de Wayne Gardner, je crois que vers 1h du matin, dans un célèbre hôtel du Mans, Wayne Gardner était encore accoudé au bar, et il disait encore une, et il y a eu un message, une conversation assez sympathique de Giacomo Agostini disant « Oh, moi je préférerais avoir un pilote comme ça, c'est plutôt plus sympathique que le mien ». Il pensait certainement à Lawson, qui se couche à 8h le soir sur le circuit, et qui le matin, dès 5h30 du matin, est en train de faire des tours en rond en attendant de monter sur sa moto. Voilà, c'est deux pilotes totalement différents, 2 styles différents, mais 2 pilotes qui gagnent. Vous voyez Wayne Gardner numéro 2 qui est complètement enfermé dans le paquet, et il est vrai que Giacomo Agostini, qui est italien, qui a tout de même fait de nombreux titres de champion du monde, je vous rappelle qu'il était 15 fois champion du monde, il a un peu le sang bouillant, il aime bien faire la fête, il était sérieux lorsqu'il courait, mais pour ce qui est de Wayne Gardner, il est très sérieux dans la course, mais le soir, il a considéré que le soir, lorsque la course était finie, on pouvait s'amuser. Et je vous précise tout de même, Christian, que notre ami Gardner est sponsoré par une marque de bière.
Donc une marque de bière, bon, il en boit de la bière, c'est peut-être pour ça. Alors que les pilotes viennent de se placer sur la grille, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Voilà. Je vous rappelle les places pour le moment en championnat du monde, alors que nous voyons aussi le drapeau rouge avec le Pescar qui est derrière. Une vue de dos. Et nous allons donc tout à l'heure avoir un mot départ. Ils sont partis pour 29 tours. Nous allons faire donc vivre un Grand Prix de France 1987 en direct, sous vos yeux, sous la pluie, une course absolument fantastique. Je vous rappelle qu'aux essais, Christian a fait le meilleur temps. Il est en bleu, numéro 6, à ses côtés Garner, Lawson. Christian est moyennement parti apparemment. C'est Wayne Garner qui a fait le meilleur temps. C'est le panneau. Wayne Garner, regardez tout de suite ensuite. C'est Randy Mamola. Christian Saron est 4e. Mackenzie est 3e. Et regardez bien, entrée dans la chicane de face. Tout de suite, Randy Mamola qui était malade il y a 2 jours, puisqu'il a attrapé froid. Mamola, Mackenzie, oh là là, c'est Chili. Il est pas mal. Christian est déjà 5e, alors que Aslam a fait la même faute que Dominique dans la course des 250 cm3. Nous sommes partis pour 29 tours de circuit. Christian est déjà 2e. 3e, pardon, Garner est 2e, et l'homme de tête, eh bien, c'est Randy Mamola. Randy Mamola, les pneumatiques, on aura tout le temps d'en parler, puisque la course est partie pour 29 tours de ce circuit de 4 km 267, entrée dans le musée. 1er Mamola, 2e Garner, 3e Saron, 4e Lawson, 5e Chili, l'étonnant de Chili et son 3 cylindres. Il faut avouer qu'un 3 cylindres est peut-être un peu avantagé. 6e Yatsushiro, 7e Nel Mackenzie, et les cousins Kajiva sont côte à côte. Il s'agit de Raymond Roche et de Didier de Radigues qui sont respectivement 8e et 9e. Mamola ici au garage vert, Wayne Garner 2e, Christian Saron dans la roue facile. Et la première Suzuki, celle de Schwantz, s'est pointée en 8e position. Oh là là, les frères les frères Radin, ce ne sont pas des frangins, ce sont dans le team. Et Lawson est passé devant Christian Saron. Lawson est passé devant Christian Saron à la chicane. Et le numéro 34, Kevin Schwantz, est dans la roue, juste derrière. Nous voyons ici la chicane avec Ron Aslam qui n'a pas pris comme à son habitude un très bon départ. Et l'homme de tête a fait un tout petit trou. Les S, 1er Mamola, 2e Garner, 3e Lawson, 4e Saron, 5e Chili, 6e Yatsushiro, 7e, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça me revient tout de suite, il s'appelle Mackenzie, 6e, on voit juste derrière la première Suzuki, Kevin Schwantz à suivre. Kevin Schwantz, un Américain qui vient de temps en temps en championnat du monde, alors que là on va assister à un beau festival de glissade au virage du raccordement. Premier tour de parcouru. Il s'engouffre déjà en ligne droite. Christian Saron fait l'extérieur à Lawson. C'est fantastique. On aurait bien aimé rester sur ce. Voilà, on va rester d'ailleurs. Voilà. On va rester Mamola, sur cette image. Garner, Saron est passé facilement. Et oui, Christian a un gros avantage. Il connaît. Étonnant tout de même. Yatsushiro est bien placé en 5e position. C'est rare de le voir. Et à cet endroit-là, à cet endroit précis, dans cette chicane, Christian fait chute d'Eddie Lawson. C'est réglé. Et là, voilà, c'est terminé. Du coup, Garner l'a vu, a été gêné lui aussi. Christian est 2e. Eddie Lawson est tombé. Mais il va repartir peut-être. Il va repartir à condition qu'il n'ait pas cassé une pédale de frein ou un sélecteur. La moto est tombée à droite, c'est le frein. Un petit peu trop de frein sur l'avant peut-être. Trop de frein sur l'avant, et oui, vous savez très bien que Lawson n'apprécie pas outre mesure la pluie, alors que c'est réglé, ça fait un petit trou. Mamola est devant. Christian est 2e. Christian est 2e dès le 2e tour. C'est de bon augure, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous sommes partis pour 29 tours de circuit, 4 km 267 de ce tracé Bugatti, le garage vert. On attend Christian, il y a exactement 2 secondes, petit travers. Chili en a profité pour passer en 3e position. Et oui, l'étonnant Chili et son 3 cylindres usine qui n'est plus développé. Regardez au ralenti. Mais oui, mais vous savez, Christian, c'est devenu un as. Il me parlait des Américains, il me dit « Il glisse, pourquoi pas moi ?» Et ben voilà, il arrive à le faire. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur la ligne de départ, parce que j'avais quelques inquiétudes. Oui, nous l'avons entendu, mais Christian n'était pas bavard comme à son habitude. Christian on le sentait un petit peu tendu. On serait à moins tout de même. Hein. Oui, il était tendu, mais c'est vrai, on serait à moins. Et c'est tout de même sympathique d'accepter de répondre à une question comme ça à quelques minutes, quelques secondes du départ. J'aurais pu vous dire une chose, Wayne Garner n'aurait pas fait
fait la même réponse que Christian. Le seul qui aurait peut-être pu vous parler, c'est Randy Mamola. Mais est-ce que vous auriez compris? Parce qu'il aurait fait rien. Bon, voilà. Randy qui fait un petit winning, il a envie. C'est l'acrobate, il fait plaisir à tout le monde, il est content. Christian se retourne. Chini est toujours 3e, 4e, Yatsushiro. C'est vrai cette légende qui dit que Randy Mamola, avant son arrivée en Europe, n'avait jamais roulé en course sur le mouillé? Exact, puisqu'aux États-Unis, lorsque quelques gouttes de pluie tombent sur un circuit, on arrête les courses et on attend qu'il ne pleuve plus. Et au besoin, on annule la course. Randy, quand il est arrivé en 78, a découvert la pluie. Alors là, c'était catastrophique. Il me racontait ça avant-hier. C'était catastrophique parce qu'il avait très peur. Et en fait, il s'est très bien mis. Et d'année en année, il apprécie la pluie. Et puis d'année en année, il marche très bien. Il faut dire qu'aussi, maintenant, il est servi par des pneumatiques relativement performants. Et il a fait un choix donc important. Et il y a 4-5 secondes d'écart, me dit Gilbert Roy, qui nous fait notre tour par tour. 4-5 secondes d'écart entre Randy Mamola et Christian Saron. Mamola numéro 3, Christian Saron numéro 6. L'an dernier, c'était Mamola numéro 6, Christian Saron numéro 3. D'année en année, ça change. On prend les mêmes et on recommence, on change les numéros. Mais ce qu'ils voudraient tous, c'est obtenir le numéro 1. Et le numéro 1, il est bien dur à obtenir. Pour ce qui est de Lawson, tous ses espoirs se sont envolés pour ce Grand Prix. Il est tombé à la chapelle, à mon avis, il n'est pas reparti. Le voilà qui rentre au ralenti. Il avait donc dû casser sans doute un repose-pied ou une pédale de frein, le pauvre Lawson, le pauvre Eddie. On l'appelle Eddie. Eddie, oh là là, Christian est passé dans une flaque d'eau assez importante alors que Randy rentre dans cette chicane. Oh là là, Randy a fait une petite erreur de trajectoire. Il est rentré beaucoup trop large, a presque frôlé les vibreurs, a perdu pas une seconde mais un petit peu de temps. Il faut noter que Richard Scott vient de chuter lui aussi, on ne le voit pas ici à l'écran, mais Richard Scott qui est le deuxième pilote du team Roberts à la place de Mike Baldwin vient de chuter, donc deuxième. Christian Saron qui évolue sous nos yeux, qui se dit dans sa tête, oh là 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 là, comment vais-je faire? Voilà, Eddie Lawson, champion du monde en titre, enlève son casque. Richard Scott qui est tombé au même endroit que Christian Saron il y a 2 ans. Scott qui veut repartir dans l'autre sens. On lui dit non, c'est pas par là. Arrêtez de parler de cette chute, Yves Géniès. Ah, mais je préfère en parler. Comme ça, on conjure le sort. Voilà, Christian qui attaque. À combien dans cette courbe? 260 km/h, on arrive, on est à fond. Il y a exactement 7 secondes et 63 centièmes entre Randy Mamola et Christian Saron. Randy fait le trou, largement. Il part. Il s'en va à plus d'1 seconde et demie par tour. Et nous avons à nos côtés un Saron qui arrive détendu apparemment, pas trop de problèmes. Un petit Saron qui semble donc content, à l'aise et qui va peut-être nous aider à commenter cette course des 250 comme il l'avait fait, des 500 pardon, comme il l'avait fait au circuit de Suzuka. On va tout de suite lui demander ses impressions sur cette course de 2,5 et d'abord ce tout droit du premier tour. C'est vraiment des impressions à chaud, puisque nous avons fini la course il y a peu de temps. Toujours est-il que mon premier tour a été quand même un handicap, je pense, pour la suite des événements, pour la fin de course, dans la mesure où je suis sorti dans la première chicane, j'ai été dans les graviers, heureusement que cette chicane est très bien dégagée, donc j'ai pu reprendre la piste relativement vite. Ensuite, il y a un autre pilote qui m'a tapé la roue avant, juste dans le virage suivant, ce qui fait que ça faisait beaucoup de problèmes en très peu de temps. Et j'ai préféré tester un petit peu le terrain, je dirais, voir quelles étaient les conditions exactes, voir où étaient les flaques d'eau. Mais pendant ce temps-là, les pilotes de devant avaient fait le trou. Oui, et pour moi... Oui, je vous coupe, Dominique, mais est-ce que c'est pas ce qui est en train de se passer avec Christian et Randy? Je ne sais pas, je m'excuse, je n'ai absolument pas eu le temps de voir le début de course. Je ne sais pas encore où en est mon frère. Résumé des épisodes précédents. Super départ de Mamola. Christian est un tout petit peu plus loin. Christian remonte, chute de Lawson au freinage à la chapelle. Et voilà. Gardner est déjà revenu. Il était en 4e position tout à l'heure. 5e position derrière Yatsushiro. Il a donc passé Chili Yatsushiro. Garner qui revient lui aussi. Garner qui apprécie la pluie. Donc Mamola largement... qui a pris largement la tête. Il y a désormais 9 secondes et 78 centièmes d'écart entre Mamola, leader de la course, et Christian Saron. Que l'on voit ici arriver au fond. Donc pneumatiques différents pour les autres. Alors par contre, pour vous, vous aviez les mêmes types de pneumatiques. Alors que Garner a l'air de revenir très fort sur Christian. Non, par contre, je peux préciser une chose.
c'est que la piste est vraiment très inondée. Il y a énormément de flaques d'eau sur le circuit, ce qui fait que l'adhérence des pneumatiques n'est pas constante et c'est très difficile de bien sentir la moto, d'être à la limite partout, parce qu'on le voit d'ailleurs à la sortie du virage de la Chapelle. Il y a beaucoup d'eau sur le circuit et les pneus, tout dépend le choix de pneumatiques, mais on part en aquaplaning, surtout les 500 cm3 qui ont beaucoup plus de puissance que les 250. Et là, je pense qu'il faut vraiment doser l'accélérateur de manière assez douce. Et bon, une course qui dure beaucoup de tours, il est très difficile de rester concentré jusqu'à la fin parce qu'il y a le froid qui s'installe, il y a le cuir qui commence à être mouillé. On est beaucoup moins libre de ses mouvements et je crois que la course est très longue et il faudra voir la suite des événements. Alors justement, moi j'aurais une question à vous poser. On a vu que à la Chapelle, Christian prenait une trajectoire complètement différente de celle de la vôtre, Dominique. À la Chapelle, vous, généralement, vous êtes vraiment à l'intérieur au freinage, alors que Cardus, lui, était à l'extérieur. Et Christian est à l'extérieur. Vous pensez que pourquoi ces différences de trajectoire? C'est un problème de flaque d'eau? Eh bien écoutez, moi j'ai fait ce choix dans la mesure où j'avais changé de pneumatique après le tour de reconnaissance. Je pensais que la pluie allait stopper un petit peu et que la piste serait beaucoup moins inondée. Malheureusement, la pluie a redoublé de violence, il y avait encore beaucoup plus d'eau. Et comme j'avais un pneumatique avant qui n'avait pas de grosse culture, j'évitais absolument les grosses flaques d'eau. C'est pour ça que je freinais beaucoup plus à droite de la Chapelle pour éviter l'aquaplaning et surtout le blocage de la roue avant au freinage. Voilà, blocage de la roue avant au freinage. Et oui, c'est pas vraiment évident. Et là, on constate que Wayne Gardner est revenu quand même dans la roue de Christian Saron. Alors, tout à l'heure, j'espérais que Christian fasse un bon départ. Son départ est tout à fait correct. Il ne sera pas obligé de faire une remontée comme à son habitude, mais il se retrouve opposé à Mamola qui est devant et qui a fait le trou, et à Gardner qui dispose de la meilleure machine. Parce qu'il faut même dire que depuis le début de saison, les Honda se sont montrées plus puissantes. Gardner a toujours gagné en Grand Prix lorsqu'il a gagné, c'est-à-dire, je vais vous le dire, immédiatement lorsqu'il a gagné. Gardner a gagné en Yougoslavie, il a gagné en Autriche, il a gagné en Italie, il a gagné en Espagne. À chaque fois, c'était en déboîtant les autres. Ça n'a jamais été en prenant de risque au freinage ou à passer en courbe, c'est à l'accélération. Donc la Honda est plus puissante. Il bénéficie tout de même de cet avantage. Bien sûr, je crois que la puissance est très importante dans la mesure où le circuit du Mans comporte de nombreuses accélérations. Mais par contre, je crois que sur une piste aussi glissante que ça, il faut avoir un moteur très souple. Alors je ne sais pas quel est l'avantage de la Honda par rapport à la Yamaha en ce qui concerne la souplesse du moteur. Toujours est-il que Wayne Gardner est un pilote qui va aussi très vite sur le mouillé. Il l'a montré au premier Grand Prix à Suzuka puisqu'il a fini second. Bon ici mon frère connaît très bien également. Je crois qu'il est capable de faire un très bon résultat. Voilà, oh là là, travers de, on le voit ici, hein. Christian est capable de faire un très bon résultat et Wayne Gardner veut en faire un aussi. Et vous parliez de doser doucement, on le voit. Et regardez, Gardner glisse une première fois, remet la poignée, remet les gaz, se met en travers, va la remettre une deuxième fois avant de se stabiliser. Là, il a perdu du temps, à peine, il est toujours dans la route. Non, mais je crois que Gardner est un pilote très spectaculaire, il est très adroit sur une moto, mais je ne sais pas s'il pourra faire cela pendant toute la durée de la course. Ça, c'est le nombre de tours qui nous le montrera. Voilà, sur nos yeux, les deuxième, troisième et quatrième, et les tenants de Chili et 103 cylindres, numéro 10. Petite déception, on surveille toujours du coin de l'œil Saron et Gardner. On voit pas Raymond Roche de Radigues, ces pilotes de Cagiva. Si, 14e. Je vais vous expliquer une petite chose malheureusement pour de Radigues. De Radigues et Roche ont connu des petits problèmes d'ordre électrique. Malheureusement, sur les Cagiva, ils sont loin et l'espace donc se creuse avec Christian Saron, entre Mamola et Christian Saron, donc plus de 13 secondes. Apparemment, Mamola s'en va largement. On va voir l'écart, vous voyez, avec Saron qui arrive à la sortie complètement à l'extérieur. Donc, ce que disait Christian Van Rijswijk, vous êtes à l'intérieur du virage, c'est-à-dire à gauche de la caméra, à gauche de l'écran. Lui, il est à droite. C'est peut-être pour éviter cette flaque d'eau, non ? Voilà, où il y a énormément de flaques d'eau. En plus de ça, le virage de la Chapelle est un virage où il y a beaucoup de gomme au freinage, puisqu'il y a des écoles de pilotage ici. Et bon, lorsque la pluie tombe sur des traces de gomme, sur une piste... Oh là là, chute d'Hervé Guilleux. Hervé Guilleux qui vient de chuter, donc le pilote de la 500 Suzuki et la 500 Fior. Malheureusement, Hervé Guilleux qui était tout de même bien placé, il était 13e, Hervé Guilleux, juste dans la roue de son coéquipier Marco Gentile. Et malheureusement, Hervé Guilleux qui s'est sorti à l'accélération lui aussi.
Hervé Guilleux, non, ce n'est pas Thierry Rapicot. Malheureusement, Thierry Rapicot est blessé. Thierry Rapicot, c'est Hervé Guilleux qui remplace Thierry Rapicot dans ce championnat du monde. Thierry Rapicot qui est leader provisoire du championnat de France Open et qui s'est blessé en revenant de l'Édenon lors d'un accident de la circulation. Wayne Gardner, pas très loin de... Christian Saron qui va peut-être tenter l'accélération dans cette courte ligne droite. Christian se retourne du mauvais côté. Garner en profite pour passer à l'intérieur. C'est malheureusement souvent le cas. Voilà, c'est quasiment fait. Au coude à coude, Garner pose Christian. C'est le jeu. Voilà. Il y a une espèce, Garner est deuxième. Il y a une espèce de rage à ce moment-là quand le pilote vous passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne crois pas. Une chose est sûre, c'est lorsque les conditions climatiques sont aussi défavorables, il n'y a pas énormément de trajectoires possibles. Donc lorsque l'un pilote vient à l'intérieur, on est pratiquement obligé de le laisser passer. On ne peut pas tellement forcer le passage parce que si on force un petit peu trop, justement, on part instantanément en glissade. Donc c'est pour ça que je pense que Montfort l'a laissé passer provisoirement, mais il va essayer de s'accrocher de toute manière. Il n'y a pas de raison qu'il se fasse décrocher, surtout qu'il avait fait de très très bons temps aux essais pendant la semaine sur le mouillé. Donc je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour poursuivre le rythme de Wayne Gardner. Voilà, ici la ligne droite tous les stands, c'est Roger Burnett qui est actuellement 10e. Il est dans les points, il marque un point si tout se passe bien, s'il conserve sa place. D'entrée dans la chicane, on rentre donc complètement à l'intérieur au dernier moment. On rentre vite les rapports. On en rentre combien, Dominique? Nous arrivons en 6e, donc je ne sais pas quelle est la vitesse sous la pluie. Toujours-il que nous rentrons 3 rapports, 2 dans un premier temps et un avant de rebalancer pour le gauche, ce qui fait qu'on ressort de cette chicane en 3e. Le virage de la Chapelle est négocié, c'est celui que l'on voit actuellement, est négocié en première en 250. Je pense que c'est le cas également en 500 cm3. On voit très bien avec cette moto travelling les flaques d'eau et les rigoles. Hein. C'est extrêmement spectaculaire, superbe cette image. À gauche, vous avez la température, vous voyez, ça doit être sur le chiffre, 80 degrés. 80 degrés, oui. Je peux préciser, vous m'excusez, que 80 degrés, c'est une température maximum. Il ne faut pas dépasser ça, autrement le moteur perd un petit peu de son rendement. Et à droite, on voit l'aiguille du contour. Oui, la température, peut-être que pour que justement ce moteur monte en température, les mécaniciens ont mis du scotch américain pour boucher le radiateur. Voilà, c'est ça. Surtout avec les projections d'eau, la moto refroidit beaucoup mieux, ce qui fait qu'il faut toujours la maintenir en général entre 60 et 70 degrés. Mais bon, avec toutes ces projections-là, il est très difficile de cacher le radiateur de façon parfaite. Freinage, deuxième chicane. On balance à gauche. Un ras du vibreur, on rebalance immédiatement à droite, on accélère, il y a une flaque d'eau. Et tout de suite à gauche, le deuxième vibreur, c'est sur le fil. Non, ce virage-là est relativement bon au niveau de l'adhérence, puisqu'il s'agit d'une chicane qui a été faite récemment. Donc le revêtement est en bon état, il n'est pas bosselé du tout. Donc là, on arrive bien à sentir la moto. Par contre, dans certains virages comme le raccordement, comme le virage du musée, il est très difficile de sentir l'adhérence sur tout le virage, parce qu'il y a des flaques d'eau, il y a des raccords de goudron, et là c'est très difficile. Voilà, et bien écoutez, je propose maintenant qu'on revienne sur les images de course, puisque Christian Saron s'est fait passer par Chili. Regardez bien, numéro 10, Christian Saron numéro 6. Et oui, Christian Saron est actuellement en 3e position. Chili est son 3 cylindres Honda usine, semble peut-être plus à l'aise. La moto est peut-être moins difficile à piloter que celle de Christian Saron. Christian Saron qui a fait donc un petit tout droit qui a été gêné. Donc c'est Chili qui est en 2e position, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Christian en 3e, et Wayne Gardner, où est-il? Eh bien, Wayne Gardner a fait un petit tout droit. Wayne Gardner se retrouve derrière. Donc Christian a raison d'être prudent. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il sera très difficile de faire toute la durée de la course sans faire d'erreur. Surtout après avec le froid qui s'installe et la pluie qui tombe sans arrêt sur le circuit du Mans. Christian qui double désattardé dans la roue de Chili. Nous sommes donc dans le 8e tour. Il reste encore 21 tours de course. Rien n'est joué. Les conditions sont très difficiles. Ici sous nos yeux, c'est Louis Mesto qui vient de passer, qui va se faire rattraper par le numéro 10 Chili dans la chicane. Christian Saron qui est juste derrière. Mesto qui lui a mis une combinaison pluie. Alors, est-ce que c'est un avantage d'avoir une combinaison pluie parce qu'on est sec, ou est-ce que c'est un inconvénient parce que ça gêne et que le vent risque de s'engouffrer? Alors que sous nos yeux, Randy Mamola arrive au virage du raccordement et rentre dans son 9e tour. Un petit wheeling pour le plaisir, juste pour les yeux. Mais écoutez, en ce qui concerne la combinaison pluie, je crois que c'est suivant
le tempérament suivant ce que ressent le pilote. Moi personnellement, je préfère être complètement libre de mes mouvements, quitte à être un petit peu gêné sur la fin, mais si l'on est gêné, si on n'a pas toute liberté de ses mouvements, bien ressentir la moto, surtout sous la pluie où il faut sans cesse être à la limite des pneumatiques, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes, dites-moi. Donc il y a 2 types de pneumatiques différents. Avec Christian a des Michelin radio et Mamola, lui, a des Dunlop radio. En fait, Dunlop revient de mieux en mieux, mais en fait, il y a une question de section de pneumatiques en 500 cm3. Mamola, depuis le Japon, utilise des pneumatiques moins larges et peut-être des gommes différentes. Est-ce que vous croyez que les pneumatiques de Morandi vont pouvoir tenir? Parce qu'on peut mettre une gomme très tendre qui a une bonne adhérence et au fil des tours, ils se dégradent. Bien sûr, mais le circuit du Mans, surtout avec les conditions que nous avons, ne détériore pas trop les pneumatiques parce qu'il fait quand même froid, les pneus ne chauffent pas énormément. Donc je crois qu'au niveau de la distance, les pneumatiques, aussi bien Dunlop que Michelin, devraient tenir. Par contre, Michelin travaille énormément en ce moment sur les pneus pluie, ça c'est une chose de sûre. Et vu l'avance technologique qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant, je pense qu'ils vont de toute manière faire le maximum pour travailler et pour être au top niveau. Bien sûr. Parce que Michelin, de toute manière, ils sont naturellement très partie prenante dans la course moto, ils font de gros efforts et je crois que aussi bien sur le sec que sur le mouillé, ils ont montré qu'ils pouvaient être les meilleurs. Alors justement, vous parlez des pneumatiques ce matin avec Michel Mercier et notre ami Daniel Bardou. Sous la pluie, nous avons été faire un tour du côté du manufacturier français, on peut le citer, je crois. Bien sûr. Michelin, et on a été voir un petit peu comment ça se passe. Alors regardez ça, c'est un pneu lisse, c'est un pneu slick, c'est un pneu pour le sec. Et interdit sur la route, bien entendu. Ça, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire un slick avec quelques entailles faites pour évacuer quelques gouttes d'eau. Ça, c'est un pneu pluie. Mais c'est un pneu pluie fait au moule, parce que en plus de ce pneu pluie, et en plus de ces 3 types de pneus, il peut y avoir des pneus à la demande. Alors, le voici, ce pneu, on voit les petites barbes qui signifient qu'il a été fait dans un moule, et voici celui qui a été taillé à la main. Et ici, on est capable de tailler des pneus à la demande des pilotes. Les pilotes peuvent demander des pneus, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter, Dominique. Voilà, c'est ça, oui. Les techniciens de Michelin suivent de très près l'évolution climatique, l'évolution des machines également. Et naturellement, ils travaillent en fonction des critères des pilotes, en fonction de ce que leur disent les pilotes. Et suivant l'eau qu'il y a sur la piste, suivant l'adhérence du circuit, ils font en sorte que les Michelin, que les pneus évacuent plus ou moins l'eau. Et il y a des pneus qui ont différentes sculptures. Et il y a des gros pluies. Ce qu'on voulait vous dire, Dominique, c'est qu'on peut choisir. Alors qu'on constate que Wayne Gardner est déjà revenu après son petit tout droit tout à l'heure, au bout de 2 tours. Il est déjà revenu dans la route Christian Saron. Nous sommes dans le virage du musée. Je vous rappelle qu'après 10 tours de course, Wayne Gardner est toujours en train d'accélérer et de glisser. Que c'est toujours Randy Mamola qui est en tête devant Chili, l'étonnant italien, avec son 3 cylindres. 3e, Christian Saron. Numéro 6, 4e, ici sous nos yeux, Wayne Gardner qui est leader provisoire du championnat du monde pour le moment. Il est en train de revenir et en 5e position, nous avons Ron Aslam. Ron Aslam qui est revenu, qui est content d'avoir fait un bon choix. Et Aslam est derrière Neil McKenzie. Pour en revenir aux pneus, c'est à la demande, c'est-à-dire que certains pilotes peuvent demander des petits pavés, des gros pavés, plus d'adhérence, moins d'adhérence. Chacun fait un peu ce qu'il veut ou ce sont les techniciens qui vous conseillent? Bien sûr, oui, il y a des techniciens qui sont là, qui suivent l'évolution des pneumatiques pendant toute la saison, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Ils écoutent naturellement les données des pilotes, ce qu'ils ressentent, et à partir de là, ils en déduisent certaines choses et ils travaillent sur les gommes, ils travaillent sur les carcasses. Super beau, cette accélération. Ils sont pas vraiment dans la même course. Je crois que c'est un pilote français, c'est Rachel Nicotte qui vient de se faire doubler, un pilote national qui dispose d'une machine ancienne, une Suzuki qui date de 1981 ou 82. Il est français, il s'est qualifié, il avait envie de courir, il participe à ce Grand Prix de France 500 cm3. C'est un français, c'est un national. Il faut noter aussi que les Français courent aussi avec quelques petits moyens. C'est le cas de ce pilote Suzuki, alors que Wayne Gardner semble rester dans sa position. Christian est toujours dans la roue de Chili.
Chili, Christian qui ne prend aucun risque. Voilà, oui, Christian prudent. Je pense qu'il surveille de toute manière Kili. Il est toujours plus facile de toute manière de suivre un pilote plutôt que de mener, parce qu'on voit toujours les endroits qui sont plus glissants que d'autres. Et bon, là, je crois qu'il est en attente, mais il est capable, à mon avis, d'augmenter son rythme. Il est gêné par un attardé, Christian. Il a voulu lui faire l'extérieur, l'intérieur, il ne sait pas où passer. Il faut avouer que c'est gênant. C'est gênant parce que on ne sait pas passer. Je crois que c'est Abad Silvo qui l'a gêné. Ouais, voilà, enfin, c'est pas très Non, grave, mais il va revenir. Non, mais il y a 2 ans, il a été gêné par un pilote dans ce virage et il était tombé, donc j'ai toujours un petit peu d'angoisse. Oui, mais là, il a été extrêmement prudent. Là. Voilà, mais on se rend compte justement que même s'il y a beaucoup de différences entre certains pilotes, il est toujours très difficile de doubler, parce que je vous disais qu'il n'y a qu'une trajectoire possible et que l'on peut absolument pas se permettre d'erreur sur une piste aussi glissante. Oui, ça glisse beaucoup et on se demande comment ils arrivent à maîtriser leur moto. 145-150 chevaux pour la Yamaha, 155 chevaux pour la Honda, ils veulent pas le dire. Les ingénieurs n'ont pas voulu me dire, on me dit oui, ça va vite. Mais écoutez, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'une 250 fait environ 80 chevaux maintenant. Une 500, c'est le double de cylindrée, donc ça fait environ le double de puissance également. Oui, 8 et 8, 16, avec le poids de la moto, c'est peut-être peut-être un peu moins facile, alors que là nous voyons que Christian a rattrapé, a doublé les attardés, Wayne Gardner aussi. Nous sommes au virage du raccordement. Il faut donc choisir. Et dans cette ligne droite, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on entend le décrochement des pneumatiques. Oui. Ça le moteur s'emballer. Et certaines personnes qui étaient là lors des essais disaient oh là là, il a un problème d'embrayage. Eh bien non, c'est le pneu qui décroche. Il y a, et je vous dis pour le moment, 19 secondes, 65 centièmes d'écart entre Chili, qui est pour le moment deuxième, et Randy Mamola. Randy Mamola creuse l'écart. Freinage de la Chapelle, toujours la même chose. Gardner vient de passer un attardé à qui il vient de mettre un tour. Christian est toujours dans la roue de Chili. 3 cylindres, 4 cylindres. Je ne sais pas s'il y a une chute, mais on a vu les drapeaux jaunes s'agiter. Drapeau jaune s'agiter au fond, mais on n'a pas vu qui c'était. Donc Chili, virage du musée. Là aussi, difficile à prendre. Alors dites-moi un petit peu, Yves Géniès, dans un plateau de 20-25 machines comme celui-ci, c'est toutes des machines de l'année, c'est toutes des machines usines, des compétitions clients qu'on achète, ou il y a malgré tout des machines pour composer un plateau qui sont un petit peu plus anciennes? Tout à l'heure je vous parlais de Rachel Nicotte, c'est un Français, il a une vieille Suzuki de 1980 ou 82, je ne me rappelle pas. Quand on les voit toutes les deux, on se demande ce qu'elle fait là. C'est très bien pour lui, il participe, c'est super. Oh là là, un beau travers de Gardner. Oh là là, j'ai eu peur. Oh là là. C'est fabuleux le geste de la main. Ouais, on va le revoir certainement au ralenti, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Il est doué tout de même. Il est doué. Et regardez le geste de la main maintenant. Il regarde la caméra et il nous fait oh là là. Eh bien Wayne, ce soir on ira boire une bière ensemble. Wayne Gardner dans ses œuvres, sous nos yeux. Oui, pour ce qui est des machines, eh bien, il faut noter qu'il y a beaucoup de motos d'usine, mais il y a quelques machines privées aussi. Des privés qui ont donc des motos relativement anciennes. Il y avait les Honda qui étaient fabriqués jusqu'à l'an dernier, à partir de 1983, les 3 cylindres. Désormais, il y a très peu de motos privées disponibles. Voilà, déjà on peut voir que les 10 premiers au classement sont uniquement des motos d'usine. Y compris Chili qui dispose du 3 cylindres usine de l'an dernier, qui a eu quelques petites modifications et qui semble marcher à la perfection. Autre moto d'usine, ce sont les Suzuki. À noter que Kenny Arons, je vous disais tout à l'heure, à suivre. Arons est en 6e position. Schwantz a fait un travers tout à l'heure, il était très bien parti. Il est pointé en 11e position, Schwantz, avec une Suzuki usine. Si on faisait le total de toutes ces motos, il y en a tout de même un bon paquet. En 500 cm3, nous avons 7 Honda 500 V4, ça fait tout de même pas mal. 10 Yamaha usine, c'est tout de même beaucoup, mais en fait, il y en a, je vous donne le total des motos, mais chaque pilote dispose de 2 motos. Alors on divise par 2, sur la piste il y en a tout de même un petit peu moins, mais au total il y a quand même beaucoup de pilotes qui disposent de motos d'usine, et lorsqu'on veut rentrer dans les points c'est bien difficile. Si on prend le classement, Mamola, Yamaha usine, Chili, Honda usine, Saron, Yamaha usine, Gardner qui est pour le moment 4e, Honda usine, Astin, Honda usine, Iron, Suzuki usine, Mackenzie, Honda usine, 8e, Yatsushiro, Honda usine, 9e, Ron McElhenney, Yamaha usine, 10e, Burnett,
Honda Usine, le premier privé Marco Gentile qui est 12e avec une moto en partie française. Il s'agit de la Fior, fabriquée par notre ami Claude Fior. Là oui, c'est une belle performance. Je crois que pour un passionné de moto comme les Claude Fior, c'est très intéressant et vraiment très stimulant de voir que son pilote arrive à la 12e place. Oui, c'est très stimulant, surtout que les budgets sont tout de même très limités. Il est dommage que Hervé Guilleux, qui était juste dans la roue de Marco Gentile, soit tombé justement dans les S tout à l'heure, alors qu'il était donc en 13e position. Christian qui est vraiment derrière, qui ne prend aucun risque. Garner est bien revenu, donc dans la roue de Christian Saron. Garner qui nous a fait un beau travers tout à l'heure. Garner qui n'ose peut-être pas trop attaquer, puisque la Honda est peut-être un peu plus puissante. Alors que la pluie a momentanément, on espère que ça va être définitif, mais le ciel gris nous prouve le contraire, a momentanément stoppé et je ne pense pas que la piste puisse sécher avant la fin de la course. À côté de nous, Jean-Claude Chemarin qui s'occupe de la sécurité du circuit Bugatti, qui s'occupe aussi des relations avec les concurrents. Jean-Claude Chemarin qui sait de quoi il parle quand on parle moto, puisque vous avez été combien de fois champion du monde déjà en endurance? J'ai été champion du monde, j'étais champion d'Europe, j'ai gagné 3 fois les 24 heures du Mans et 5 bols d'or. Alors racontez-nous un peu ce nouveau circuit, ces nouvelles chicanes, c'est reçu comment par les pilotes moto? Disons que par certains pilotes moto, ils conçoivent que la première chicane, ce qu'on appelle le ralentisseur Dunlop, est un enchaînement très technique. On a essayé d'améliorer au niveau sécurité. Je crois que depuis 4 jours, on a demandé l'avis des pilotes pour essayer d'améliorer. Je crois que c'est toujours difficile et que la CO a fait le nécessaire. Bon, il faut reconnaître que par contre, la chicane dans le chemin au bœuf, c'est vraiment une chicane serrée. C'est un gauche-droite, peu technique, mais il fallait ralentir. Oui, eh bien, vous savez, Jean-Claude, j'ai énormément discuté avec les pilotes, j'ai tourné, vous aussi, vous avez tourné sur ce circuit. J'ai des avis nettement partagés, justement dans cette chicane où ils rentrent tous. Certains trouvent qu'elle ne sert absolument à rien, comme Christian Saron, ça le gêne, il n'aimait pas ça du tout. Pourquoi? Parce que c'est un fonceur et qu'il aimait bien la grande courbe du chemin au bœuf. C'est là où il faisait la différence. Par contre, Randy Mamola l'aime beaucoup, il dit que c'est un ralentisseur, que c'est moins dangereux, que c'est bien. Garner pense la même chose, Lawson pense la même chose, mais pour ce qui est de l'autre chicane, le ralentisseur donc de la courbe d'un up, là c'est totalement différent. Il y en a un qui l'adore, c'est Christian Saron. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de s'y entraîner, il connaît, puis il est un petit peu vicieux. Donc les trucs difficiles, il aime bien. Il sort plus large que les autres. Voilà, mais Garner m'a dit, j'aime pas du tout, je vous dis pas le mot qu'il m'a dit en australien, mais il n'aime pas du tout. Ici donc un beau petit travers, merci pour le travers, merci pour le spectacle. Donc cette chicane il ne l'aime pas, pourquoi? Parce qu'elle est trop technique, regardez bien, on rentre en appui, il faut rentrer des vitesses en même temps que l'on balance, en même temps que l'on freine, c'est bien dur, il faut réaccélérer tout de suite. Christian lui aime bien, mais apparemment il n'aime pas plus que Chili parce qu'il n'a pas pu le doubler. L'avis de Dominique Saron? Mais écoutez, moi je crois que j'ai le même avis que Jean-Claude Chemarin. Je crois que le ralentisseur de Dunlop est quelque chose de très technique. C'est un virage que j'apprécie beaucoup parce que là on peut faire la différence dans ce genre d'endroit. Au niveau de la sécurité, il y a énormément eu de travail d'effectuer. Et là je crois que maintenant nous avons obtenu quelque chose de très satisfaisant. Par contre, en ce qui concerne la chicane du chemin au bœuf, je dirais que c'est une chicane tout à fait classique et qui n'apporte absolument rien au niveau pilotage. Par contre, c'est vrai qu'elle coupe énormément la vitesse qu'il y avait avant. Et donc à partir de là, c'est une question de goût. Est-ce que ça se passe aussi bien sur tous les circuits du championnat du monde qu'ici avec la CO, avec Jean-Claude Chemarin au niveau des relations pilotes? Je crois qu'il faut féliciter tous les organisateurs et tous les gens de la CO qui ont quand même été à l'écoute de l'avis des pilotes. Nous avons effectué un championnat de France Open ici en début d'année. Ils nous ont écoutés, nous avons fait faire certaines modifications au niveau des vibreurs, au niveau de la sécurité. Et c'est vraiment très bien de voir que des gens puissent écouter maintenant les pilotes moto. Il faudrait espérer que dans les pays étrangers ça se fasse également, parce qu'il y a d'autres circuits comme l'Autriche par exemple où nous évoluons quand même au milieu des rails de sécurité, et là c'est quand même un problème. Oui, surtout qu'ils arrivent à plus de 260. Je me rappelle d'un coude à coude sévère entre Mamola et Garner lors du dernier Grand Prix. C'était pas évident, pas d'accident, heureusement, tant mieux, mais il faut tout de même noter que les organisateurs, y compris ceux de Belgique, auraient pu faire un effort, puisque le Grand Prix de Belgique, rappelez-vous, qui devait être diffusé en direct sur TF1, a été purement et simplement annulé parce que les organisateurs n'avaient pas rempli
toutes les conditions de sécurité pour organiser un Grand Prix. Le classement après 15 tours, en tête Randy Mamola, largement détaché. Second Chili, à quelques encablures derrière notre Christian Saron national. Ils sont à 19 secondes de Randy Mamola. Quatrième Wayne Garner, cinquième Ron Aslam. Sixième Kenny Irons. Kenny Irons qui revient énormément sur Ron Aslam. Kenny Irons, donc l'américain qui pilote une Suzuki. L'écart est toujours stable entre Chili et Christian Saron. Chili En jaune. en jaune, Christian Saron en bleu. Et Christian Saron, intelligent, qui se dit ok, on attend. On est troisième, il sait très bien où il peut passer Chili sans doute dans le dernier tour. Il préfère, comme le disait son petit frère Dominique, assurer deuxième. Alors que Ron McElhenney a fait un tout droit dans la chicane Dunlop. On l'a vu juste en sortie donc du ralentisseur dans les gravillons. J'espère qu'il n'a pas avalé de gravillon dans le moteur. Ça, c'est pas vraiment évident. Et vous êtes déjà sorti là dans cette chicane, Dominique? Je suis sorti dans la première chicane, justement au premier tour. Il y a un pilote qui a voulu me doubler à l'extérieur. Et pour éviter l'accrochage, je suis sorti. Et justement, le fait que cette chicane soit dégagée m'a permis de revenir relativement vite. Là, Par contre, là, ce qu'il y a d'intéressant, et ce qu'il y a de bien pour mon frère, je pense, c'est qu'ils ont relativement décroché Wayne Garner. Et qu'à mon avis, la seconde place va certainement se jouer en fin de course entre mon frère et Kilé. Mais là, on peut voir que mon frère, Oh là là, sur on certains voit. attardés... Regardez ça. Oh là là, un tout droit, oui. Un tout droit, ça s'est bien passé parce qu'il allait. Il en est sorti. Hein. Il en est sorti. Parce que quand on n'en sort pas, on est ensablé, il faut que les commissaires poussent. Hein. Oui, et puis là, on peut pas repartir. Là, apparemment, ça s'est bien passé. Et donc, vous avez fait un tout droit, mais un pilote a voulu vous déborder, mais vous étiez peut-être un petit peu énervé, non? Non, j'étais très calme pour ce départ, de toute manière, parce que je savais que les conditions seraient très dures, qu'il fallait surtout arriver au bout de la course. Et puis bon, vous savez, les premiers tours sont toujours très chauds, parce que les pilotes veulent se doubler pour éviter les projections d'eau et veulent prendre un très bon départ. Il y a certains pilotes qui sont un petit peu plus chauds, entre guillemets, que d'autres, ce qui fait que mon premier tour a été catastrophique. Mais j'ai réussi à remonter petit à petit pour finir second. Voilà. Il m'a semblé que sur la grille de départ, vous étiez un petit peu, après le tour de chauffe, un peu contrarié. Il y avait un petit problème technique, Non, ce n'était pas des problèmes techniques, mais j'ai changé de pneumatique justement en pensant que la pluie cesserait un petit peu. Et puis je pensais également au réglage de la moto parce que à froid une moto ne réagit pas toujours comme elle peut réagir à chaud. Et je sentais les suspensions un petit peu fermes. Or sous la pluie, il faut toujours rassouplir les suspensions pour que les glissades soient beaucoup moins brutales. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre ça, Dominique. Donc, toujours en tête, largement détaché, Randy Mamola. Derrière, Chili. Troisième, nous avons aussi Christian Saron. Quant à Wayne Garner, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est plus là. Il est à 40 secondes de Mamola et à 30 secondes de Chili et Saron. Donc, apparemment, tout va bien. Ensuite, nous retrouvons le numéro 9 qui est juste derrière, qui est pas trop loin, et le numéro 9 qu'il s'agit de Ron Aslam, bien entendu, en bagarre avec Kenny Irons sur la Suzuki usine. Ensuite, beaucoup plus loin, nous avons Yatsushiro et Mackenzie en bagarre. Ils sont à 54 secondes du leader, donc presque une minute. Et le cinquième, Ron McElhenney, qui a fait son tour dans la chicane, est beaucoup plus loin, à 1 minute et 1 seconde. Voilà, le 3 cylindres sous nos yeux dans les S. Vous nous parlez de japonais, là, Yves, comment ça se fait que les japonais n'arrivent pas au top niveau? Les japonais au niveau pilotage, eh bien, les japonais sont très forts. Ils arrivent à fabriquer des motos. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils sont arrivés avec une grosse flotte, une armada. Ils ont dit, on va fabriquer des motos. Ils ont copié tous les Européens, vous savez très bien le principe. En mieux, bien entendu, ils sont arrivés à faire mieux. Mais au niveau du pilotage, c'est pas vraiment évident de sortir quand on est japonais. Pourquoi? Parce qu'il y a des courses, mais le niveau est relativement bas. Il y a moins de courses au Japon qu'en France, qu'en Europe. Au Japon, vous savez que les puissances sont limitées, les cylindrées sont limitées, et les machines avec lesquelles courent les pilotes sont de petites cylindrées et de faible puissance. Et pour apprendre, il faut disposer de moto-usines. Et vous savez très bien que Christian Saron, qui évolue sous nos yeux, ou Dominique, qui est à mes côtés, avant de courir, se sont amusés sur la route avec des grosses motos puissantes. Au Japon, les motos puissantes sont interdites. L'imitation à 100 chevaux depuis bien longtemps. Les grosses cylindrées ne sont pas vendues. Alors que nous voyons ici Didier de Rodriguez qui a abandonné. Didier de Rodriguez sur la Cagiva. Je vous le disais tout à l'heure, ils ont eu des petits problèmes techniques. Ils mettaient des silicones sur le circuit, de l'anti-humidité, mais apparemment ça n'a pas bien fonctionné. Donc au niveau des Japonais, nous avons un Yatsushiro qui était l'an dernier pilote à moitié privé.
et il pilotait donc une 4 cylindres préparée par Moriwaki. C'était un ancien modèle. Ici nous avons le nouveau modèle. Il pilote la même machine que ça et il fait partie du team de Wayne Gardner. Un autre japonais qui fonctionnait bien, c'est Taira qui est tombé aux essais, qui s'est blessé et qui ne participe pas à ce Grand Prix. Dominique, vous avez une explication? Oui, non, mais je pense qu'il faut préciser quand même que les Japonais sont dans le milieu de la compétition au niveau des pilotes depuis peu de temps, au niveau des Grands Prix. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir les surveiller de près, je dirais, lors du premier Grand Prix au Japon. Bon, ben, je pense que dans les années à venir, il y aura certainement des pilotes japonais de haut niveau. Et on a pu voir par exemple en 250 au Japon qu'ils ont gagné. Évidemment, c'était chez eux, mais je crois qu'il y a des très très bons pilotes qui arrivent maintenant à un niveau tout à fait correct. Ils arrivent à un niveau correct, on l'a vu. Je voulais vous reparler de Taira l'an dernier qui vous a tous taxé, comme on dit à moto. C'était à Misano. Oui, mais à Misano, il était vraiment survolté et je crois que les Japonais, ils ont besoin de ça. Il y a des fois où ils sont peut-être un peu prudents, je ne sais pas. Toujours est-il que lorsqu'ils se déchaînent, comme on dit, ils sont capables de faire vraiment des choses spectaculaires et impressionnantes. Le seul Japonais à avoir jamais été sacré champion du monde de vitesse, c'est, rappelez-vous, Katayama. On l'appelait un petit peu le kamikaze, mais avant lui, il y avait eu Kaneya, il y avait eu Taira, il y avait Ira, il y en avait eu beaucoup d'autres. Voilà, c'est pour ça, oui, il y a eu une époque où nous avons vu beaucoup de pilotes japonais au top niveau. Bon, ben, en ce moment, c'est peut-être un petit peu le creux de la vague, mais je crois que ça va revenir de toute manière dans les années à venir. Ça va revenir dans les années à venir. Ce qu'on aimerait bien qu'il revienne, c'est Christian dans la roue de Chili et le passer au freinage quelque part ou à l'accélération. On aimerait bien. Enfin, ne prends pas de risque, Christian. Continue comme ça. Pour le moment, tu es 3e. Il reste encore quelques tours de course. Nous en sommes dans le 19e. Il reste exactement 10 tours à parcourir. Je pense que pour mon frère, c'est un petit peu le même cas que moi. Il est très important pour lui qu'il arrive au bout de la course, qu'il marque des points pour son team, pour lui-même. Et parce qu'il a eu pas mal de problèmes, aussi bien mécaniques que physiques cette année. Et s'il finit 2e ou 3e, ça va vraiment remotiver et remettre en confiance toute l'équipe. Et on aimerait bien que notre réalisateur préféré, Gérard Vandergut, nous montre la bagarre qu'il y a entre Aslam et Irons et Yatsushiro et Mackenzie qui sont respectivement 5e et 6e, 7e et 8e. Alors il s'agit des numéros. Des numéros, donc Aslam numéro 9 et Irons numéro 18, Mackenzie numéro 11 et Yatsushiro, donc le coéquipier de Wayne Gardner numéro 16. Celle de Aslam est facilement reconnaissable, elle est toute noire. Elle est toute noire et son pilote est tout noir lui aussi avec un casque blanc qui lui a sauvé la vie. Rappelez-vous, c'était à Monza dans la chicane lorsqu'il a percuté l'oreille de sécurité. Il était un petit peu sonné après, mais il a participé à la course, il est monté sur le podium. Bravo Aslam, c'est un grand pilote. C'est un personnage attachant. Hein. Oui, complètement attachant. Il a changé un petit peu physiquement, il a coupé ses grands favoris, style à la René Medge, et maintenant il est devenu un petit peu moins anglais, si on peut dire, à force de fréquenter le team de Serge Rosset. Voilà, la courbe Dunlop. Et la nouvelle chicane avec ce virage extrêmement technique. Et où est Christian? Il a été gêné par un pilote retardé. Oui, à chaque fois on s'angoisse un petit peu. Avec l'arrivée à la chicane. Alors on s'est aperçu d'une chose aux essais, c'est que Christian avait réglé sa boîte de vitesse, avait choisi des démultiplications complètement différentes de celles des autres, plus courtes. C'est-à-dire qu'ici, à cet endroit même, voilà, la bagarre entre Yatsushiro et Neil Mackenzie. Ils ont tous les deux la même moto. Il y en a un, c'est un Anglais, plutôt c'est un Irlandais. C'est Neil Mackenzie. C'est le pilote qui est sorti l'an dernier. Il avait fait de très bonnes performances avec une Suzuki usine privée, enfin une spéciale avec cadre carbone. Il a également couru en 250 cm3. Oui, il courait sur l'Armstrong 250 à moteur Rotax. McLeod courait en 250 tout à l'heure avec cette même machine et a eu des petits problèmes techniques. Et Mackenzie était l'homme du début de saison. Il a pulvérisé le record du tour à Suzuka lors des débuts des essais. On a cru qu'il allait concrétiser en course. Il s'en est pris une, gamelle, comme on dit. Et depuis, eh bien, ça s'est un petit peu calmé. Non, je crois qu'en ce qui le concerne, il avait eu l'opportunité d'effectuer de nombreux essais sur le circuit de Suzuka. Donc sa moto était vraiment parfaitement bien réglée. En plus de ça, je crois que c'est un tracé qui lui convient très bien. C'est un pilote qui penche énormément en virage. Et là-bas, à Suzuka, il y a beaucoup de virages qui durent longtemps, où les motos restent penchées très longtemps. Ce qui fait que c'est un circuit qui lui convenait bien. Mais je crois que c'est un pilote qui a encore beaucoup à apprendre.
tant au niveau des réglages qu'au niveau des tracés, mais c'est un pilote en tout cas très doué qui, à mon avis, fera preuve de talent dans les Grands Prix à venir. Oui, on l'a vu, c'est incontestable. Il met brutalement les gaz, on l'a vu. Hein. Il tourne la poignée de gaz d'une manière assez... Ça vous aimez bien, Yves, ça? Oui, j'aime bien. Ouais. C'est un petit... j'aime bien ce genre de pilotage un peu brusque, un peu violent. Dominique parlait... Ça se termine des fois sur les fesses. Vous disiez penche, ça veut dire qu'il prend un angle important ou ça veut dire qu'on peut prendre un angle différent à vitesse égale? Il y a des pilotes qui, à vitesse égale dans un virage, penchent plus que les autres? Voilà, c'est ça, oui. Tout dépend le rayon du virage, mais plus un virage dure longtemps et plus on doit rester penché longtemps. Et Niall Mackenzie est un pilote qui a vraiment un gros cœur à ce niveau-là et il prend vraiment des angles très impressionnants et je crois que c'est pratiquement le pilote qui penche le plus la moto. Oui, alors, la nouvelle mode depuis quelques années, c'est de frotter les genoux. Niall Mackenzie, lui, va peut-être se faire des protections spéciales pour les coudes, alors qu'on voit qu'il accélère violemment comme une brute. Or, sur le circuit du Mans, c'est un tracé qui est complètement différent. Il s'agit principalement de très gros freinage et ensuite de redresser la moto le plus vite possible pour pouvoir accélérer. Superbe travers. À plus de 200 à l'heure. Hein. Oh oui, facilement. On est à plus de 200 à l'heure, Dominique, là. Je ne sais pas exactement quelle est la vitesse, mais il est certain que c'est en pleine ligne droite. Les pilotes doivent être en 5e ou en 6e. Et on voit que les motos glissent encore à très haute vitesse. Ouais. Oui, et je vais vous donner les vitesses. Regardez le travers. Oh là là, c'est impressionnant, oui. Sortie de stand, pour vous donner un ordre d'idée, c'est en 176 km/h. Voilà, on n'était pas loin des 200 km/h. Faire ça à 20 km/h, il y en a qui se retrouvent sur les fesses avec une patinette. Et bien lui, avec sa moto, il est resté sur ses deux roues. Quant à Randy Mamola, il fait un superbe cavalier seul. Ce Randy qui est resté quasiment toute la journée d'hier dans son mobil-home. Il avait mal à la gorge, il était grippé parce que la veille, il était sorti en polo alors qu'il pleuvait. Et bien, Randy qui a peut-être bien fait, qui s'est reposé toute la journée, qui a fait du mieux possible pour conserver une forme physique appropriée. Eh bien, Randy semble tranquillement installé en première place. Quant à Christian, il fait un petit travers. Il est actuellement 3e. Parlez-nous un peu du personnage Randy Mamola, Yves. Ah, il est fabuleux. On le voit dans le parc. Vous avez entendu dans... Il y a une histoire d'imperméable? Oui, il y a une histoire d'imperméable. C'est l'affreux Jojo qui se promène avec son imperméable. Enfin, son imperméable, c'est pas grave sous la pluie. Mais généralement, lui, il prend son imperméable, il met une grande perruque, toute rousse avec les cheveux longs. On a essayé de le trouver, il n'a pas voulu me le faire parce qu'il fait ça à l'improvisation. Et puis, comment on appelle ça? Vous savez, les messieurs qui se promènent et couvrent leurs imperméables devant les petites filles. Il est tout nu dessous? Voilà, il est tout nu dessus. Et puis, il se promène dans le parc comme ça. Il aime bien faire le clown. Il fait du wheeling avec sa moto. Il se dispute avec sa fiancée pour rigoler. Il aime bien signer les autographes. S'il y a 30 personnes qui viennent lui demander un autographe, je ne sais plus comment on dit, ça y est, je suis perturbé. Il signe cet autographe. Il en signe 1, 2, 3, 10, 30. Il ira jusqu'au bout. C'est pour lui une motivation, c'est quelque chose, ça fait partie du jeu. Il a compris que la moto, c'était aller vite, bien entendu, sur la piste, c'était avoir de bonnes relations avec ses sponsors. Mais le plus important, il a compris que les spectateurs, c'était eux. C'est un pro, quoi. C'est le vrai pro, mais... Il a une très grande popularité justement par le fait qu'il soit vraiment très plaisantin et qu'il adore jouer avec le public. Et alors qu'on suit Christian Saron, on pourrait peut-être aussi parler un petit peu en détail Christian Saron, où il en est de sa carrière un petit peu. Eh bien oui, c'est vrai, on peut en parler. Christian Saron est né le 27 mars 1955, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, Dominique. Et il a démarré la compétition en 1975 avec la coupe Kawasaki. Très vite, il est devenu un bon pilote. Il a commencé en Grand Prix en 1977 et là, en 77, déjà, sous la pluie, il devait gagner une course. On s'en rappelle, c'était devant Taïra. Non, c'est pas ça. Non, c'était le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, devant un pilote, je me rappelle plus son nom, mais je sais que c'était une Kawasaki. Et je l'ai dit tout à l'heure, son nom, il ne me revient pas, c'est pas grave. Donc Christian, c'est... Oh là là, chute d'un attardé, c'est le numéro 25. Daniel Pauget. Voilà, et Daniel Pauget a fait... Il aurait pu se faire mal à l'épaule, hein. Oui, mais apparemment, c'est pas trop grave. Il a voulu faire l'extérieur à Chili, qui était quand même le deuxième. Il s'est dit peut-être un peu optimiste tout de même. J'ai dit, allez, je vais quand même pas me laisser passer par celui-là. Qu'est-ce que c'est avec sa moto jaune et 103 cylindres, la même machine que moi. À la différence que Chili a une Honda usine et que lui a une moto privée. On revient sur Randy Mamola et Christian Saron. Donc Christian Saron a commencé la compétition en 75. Très vite, il court en Grand Prix en 77. Il gagne un Grand Prix donc en Allemagne. Et il court sur le mouillé.
déjà sur le mouillé, en 250 cm3. Ensuite, il continue à courir, il progresse, il court en 500, mais connaît multiples problèmes en 750 cm3 avec son ami Patrick Ponce. Patrick Ponce, je vous le rappelle, qui a été champion du monde en 1979 en 750 cm3, une catégorie qui a été arrêtée, alors que sous nos yeux, la bagarre Yatsushiro et Mackenzie bat son plein. Mackenzie est passé devant Yatsushiro. Il y a quelques tours, c'était l'inverse. Yatsushiro, qui s'est fait une petite glissade dans ce virage tout à l'heure, n'a peut-être pas envie de tomber à cette vitesse. Il faut dire que Taïra est tombé là, il s'est un petit peu blessé il y a 2 jours aux essais. C'est Louis-Luc Mesto qui vient de passer sous nos yeux. Donc Christian Saron a piloté toutes sortes de motos, 500, 750. Et en 1980, il disposait d'une 500 usine. Il a eu des petits problèmes, il s'est blessé à la main. Il a eu des problèmes physiques surtout. Il était tombé à Jarama. Il a été touché au niveau des vertèbres. Ensuite, il a eu un grave problème au niveau du poignet. Il a eu beaucoup de fractures dans le poignet, ce qui fait que sa saison a été compromise. Oui, saison compromise, on appelle ça des passages à vide. Ensuite, les gens lui ont toujours fait confiance. Il faut tout de même citer Jean-Claude Olivier et ses sponsors qui lui ont toujours fait confiance depuis la date à laquelle il a commencé à courir en Grand Prix, c'est-à-dire 1977. Et nous sommes en 87, ça fait 10 ans qu'ils lui font confiance. Et malgré ses passages à vide, ils lui ont toujours donné du matériel de pointe. Et en 1984, il a obtenu la couronne suprême en 250 cm3. Du même coup, les Japonais lui ont fait confiance. Il a obtenu une Yamaha usine. Résultat, en 1985, 3e du championnat du monde. 1986, quelques chutes spectaculaires, quelques problèmes. Christian termine 6e du championnat du monde. Nous sommes en 87. Des fortunes diverses, des chutes, des ennuis mécaniques. La meilleure course qu'il aurait pu faire, c'était à Hockenheim, il était 2e. Problème d'allumage, il a dû malheureusement abandonner. Et là, nous sommes au Mans. Christian évolue sous vos yeux. Et nous sommes dans le 24e tour avec une course menée par Randy Mamola, largement détaché. Second, le numéro 10 en jaune que nous suivons actuellement. Chili. 3e, Christian Saron, qui n'est pas très loin derrière Chili et qui va peut-être manger du chili. Manger du chili? Eh bien, apparemment, Chili a mangé du lion parce qu'il s'est tout de même détaché très largement de Christian Saron, mais Christian Saron qui est calme dans sa tête, qui ne commet pas d'erreur. Wayne Garner, quant à lui, est 4e. Il est leader du championnat du monde, je vous le rappelle. Il disposait tout à l'heure de 85 points, Mamola de 66 points, Lawson de 64 points, Aslam de 54 points. Quant à Christian Saron, il n'avait que 15 points. Et bien là, si toutefois Christian terminait 3e, il marquerait 10 points supplémentaires. Et au cumul donc de ces points, aurait 25 points. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, Wayne Garner est toujours certain de conserver la tête du championnat du monde. Exactement, et il y a une chose tout de même que doit regretter Randy, c'est cette superbe chute spectaculaire dans le dernier tour de la course. C'était à Monza, il était en bagarre pour la 2e place. Rob McKinley lui fait l'extérieur, il ne l'a pas vu, il veut revenir, touche sa roue arrière, heurte les bottes de paille et perd les 12 points de la 2e ou de la 3e place. Et il perd des points, ces points il aimerait bien les avoir maintenant. Wayne Garner donc va consolider et en marquant tout de même donc 8 points si mes calculs sont exacts. 85 et 8, ça fait 93 points. Pardon, ça fait un peu plus que ça, si 93 points. Absolument. Et Mamola, lui, va marquer donc 81 points. Et il y a une victoire, alors que reste 4 tours. 4 tours à parcourir. Est-ce qu'on est dans la même forme physique, Dominique, du début de la course jusqu'à la fin? Sous la pluie, les contraintes physiques sont beaucoup moins importantes que sur le sec parce que les freinages sont moins violents, les accélérations aussi. Mais par contre, il faut toujours rester bien concentré justement pour ne pas faire d'erreur, surtout avec la puissance de ces motos et puis le froid qui s'installe. Oui, le froid qui s'installe. Autrement, au niveau physique, je veux dire qu'il n'y a pas de problème, on tient largement la distance. Un jour comme aujourd'hui, avec la température qui fait, on a froid. Oui, je crois qu'il y a un petit problème. Sur la fin de la course, c'est pas vraiment du froid, mais disons que le cuir commence à perdre de son efficacité, c'est-à-dire que l'eau commence à rentrer à l'intérieur et à partir de là, les muscles se refroidissent un peu plus vite. Mais en 250, nous avions 24 tours. C'est sûr, s'il y avait eu 10 tours de plus, ça aurait peut-être posé quelques problèmes. Mais là, là, je crois que tous les pilotes ont pu aller à l'arrivée sans gros problème. Oui, on revient sur la moto travelling. Le pilote devant se retrouve
retourne et à l'accélération et il passe relativement facilement. C'est Abad Silvo une fois de plus qui gêne ses petits camarades de jeu. On revient à la pluie. Certains ont mis des combinaisons. Alors c'est un bien, c'est un mal la combinaison pluie. Ça, je dirais que c'est au choix du pilote, de toute manière. Mais on voit Randy Mamola, il n'a pas de combinaison pluie. La plupart des pilotes n'en ont pas. Je crois que c'est pour avoir l'entière liberté de leur mouvement. Au niveau aérodynamisme aussi, ça doit jouer un petit peu. Bien sûr, oui, parce qu'une combinaison pluie est beaucoup moins aérodynamique, beaucoup moins profilée. Je veux dire qu'il y a toujours un petit battement, ce qui fait que lorsqu'on est derrière le carénage, ça peut ralentir un petit peu, ça peut gêner justement parce qu'il y a le battement de cette combinaison qui est en plastique, alors que le cuir est quelque chose qui colle et qui est fait aux mesures exactes du pilote. Vous en avez combien de combinaisons de cuir, Dominique? Vous les collectionnez? Je ne les collectionne pas, mais c'est suivant le nombre de chutes, je dirais. Oui. Parce que si l'on chute souvent, on change forcément de combinaison, même si elles ne sont pas déchirées, on essaye d'être relativement propre, je dirais, au départ d'une course. Vous les gardez toutes? Non, je ne les garde pas toutes, j'en fais cadeau à des amis, j'en donne. Il y en a qui sont déjà bien usées. Qui vont à la poubelle. On les garde pas comme souvenir. Non, mais justement, c'est très intéressant de voir l'évolution du matériel au niveau de la protection du pilote, parce que aussi bien en ce qui concerne les cuirs, les gants que les casques, je crois que les fabricants maintenant sont beaucoup plus à l'écoute des pilotes et travaillent sur des renforts au niveau des genoux, au niveau des coudes, des épaules, pour que le pilote en cas de chute soit beaucoup plus protégé qu'avant. Oui, et on l'a constaté. Parce qu'il faut dire quand même que c'est notre seule protection, c'est notre seule sécurité. Oui, on le répète, la moto est un sport très physique. On fait corps avec la machine et malheureusement, lorsqu'il y a chute, lorsqu'il y a crash, eh bien, c'est le contact violent avec le sol. Voilà, oui, mais je crois que ça évolue très vite, justement, dans le sens où les combinaisons sont beaucoup plus souples qu'avant. Donc, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus à l'aise sur la moto, mais en même temps, elles sont plus résistantes. Dominique, comment peut-on expliquer, là, depuis le studio, le fait que Christian perde un petit peu pied et se fasse distancer par Chili? Je ne sais pas, je crois qu'il faudra lui demander son point de vue, mais tout dépend du choix de pneumatiques de toute manière. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain nombre de tours, les pneumatiques commencent à s'user, et s'il y a toujours autant d'eau, il peut y avoir beaucoup plus d'aquaplaning, donc à ce moment-là, la puissance de la moto n'arrive pas à passer, et on patine littéralement. Oui, on patine, et puis on est prudent, on préfère marquer des points, parce qu'il serait inutile d'aller chercher... Mais par contre, on peut voir Kili, par exemple, qui fait une course fantastique, qui ne fait pas d'erreur, il ne glisse presque pas, alors que tous les V4 Yamaha ou Honda très puissants patinent beaucoup plus. Donc l'avantage des 3 cylindres, un peu moins de puissance, peut-être un peu plus de progressivité au niveau de l'arrivée de ses chevaux, moins de violence entre le temps de réponse à l'accélération et l'écart. L'écart c'est énormément creusé. Ce que je dis, le problème c'est que la plupart des pilotes ont réglé leur moto dans des conditions sèches, et là ce n'est pas du tout le cas, et je veux dire que les boîtes à vitesse, le braquet ainsi que les suspensions, toutes ces choses-là peuvent avoir beaucoup d'importance, et si la moto n'est pas bien adaptée à ces conditions-là, on peut perdre beaucoup de temps, même au niveau de la carburation, parce qu'il faut une moto qui reparte très bien à bas régime, et toutes ces choses-là sont beaucoup de travail pour régler aux essais, et comme là les pilotes ont réglé leur moto en fonction des essais sur le sec, il y en a peut-être qui n'ont pas su vraiment adapter leur moto pour ces conditions-là. Alors Gilbert Roy là, nous communique les derniers écarts, 27 secondes entre Kili et Randy Mamola, et Saron lui est à 11 secondes de Kili, soit 38 secondes de Mamola, donc a priori les carottes sont cuites. Et nous sommes dans le 27e tour, donc il ne reste plus qu'un tour et demi à parcourir, rien ne peut arriver. Tout peut arriver. Ou tout peut arriver. Vous savez, le dernier tour, même si l'on a de l'avance sur son poursuivant, le dernier tour est toujours quelque chose de stressant, toujours quelque chose, je dirais pas d'ennuyeux, mais quelque chose de très dur, parce qu'en même temps, il faut rester concentré sur la conduite, mais en même temps, il faut pas non plus faire d'erreur, il ne faut pas que le pilote de derrière revienne trop vite. Et ça, on est toujours moins concentré un dernier tour, surtout lorsqu'on a de l'avance, parce qu'on essaye d'assurer, on veut absolument pas faire d'erreur. Il y a quelques exemples célèbres de pilotes qui sont jetés dans le dernier tour, et même après avoir passé la ligne d'arrivée. Je crois me souvenir en voiture Regazzoni, oui, qui ayant gagné une course, je crois. Et oui, c'est l'euphorie, on pense à autre chose, on fait une petite erreur et boum, on termine dans les grillages. Mais c'est arrivé l'an dernier, rappelez-vous, c'était
à Hollande, en Hollande, à Assen. C'est l'Espagnol Cito Pons qui se retourne, qui fait coucou à la foule. Superbe wheeling, voilà l'acrobate. Randy Mamola nous gratifie d'une belle petite En figure. descente, ce qui est plus difficile. Oui, encore plus dur, mais il faut avouer que là, ils viennent de faire la montée, donc on réaccélère. C'est un endroit où ça favorise tout de même un peu le wheeling. Dommage qu'il ne fasse pas sec, puisqu'il pourrait nous faire sa nouvelle figure favorite. Le wheeling, bien entendu, c'est-à-dire rouler sur la roue arrière, la roue avant levée. Mais le grand jeu maintenant de Mamola, c'est d'arriver au freinage, de bloquer la roue avant et de lever la roue arrière, de faire coucou et de repartir. Ben voyons. Vous avez essayé, Dominique, vous savez le faire, ça? Non, je n'essaye pas vraiment, mais c'est vrai que Randy Mamola est un pilote très spectaculaire, un pilote qui adore faire plaisir au public, et il est vraiment très adroit parce que non seulement il mène une course, mais en plus on voit qu'il se fait plaisir en roulant en moto, qu'il domine complètement son sujet là. Oui, il domine parfaitement la moto, il aime ça. Il a commencé à l'âge de 8 ans. Vous avez commencé à quel âge, vous? Ah, j'ai commencé beaucoup plus tard. J'ai commencé la compétition en 79, donc j'avais 19 ans. Autrement, la moto, j'ai commencé comme la plupart des Français, c'est-à-dire avec une 125 à 16 ans. Oui, et bien Randy Mamola, lui, il est né, il avait déjà, il faisait des courses avec sa poussette, Randy Mamola. Randy Mamola qui est le leader de ce Grand Prix. Randy Mamola qui va gagner ce Grand Prix de France 1987 sous la pluie, dans des conditions météo désastreuses. Il a fait le bon choix, il a la bonne moto. Voilà Randy Mamola, vainqueur de ce Grand Prix de championnat du monde en wheeling. Sous la pluie, il arrive à le faire en wheeling, c'est dur tout de même. Sous la pluie, Randy, il est content lui aussi. Il gagne ce Grand Prix de France 1987. Il confirme sa deuxième place au championnat du monde. Il dispose de 81 points. Voici le deuxième, l'Italien Chili, qui monte sur le podium. C'est le premier podium de la saison pour cet Italien et sa 3 cylindres étonnant sous la pluie. Très bien piloté. Qui a piloté à merveille Chili, qui ne prend aucun risque. Il reste donc une trentaine de mètres à parcourir. Voilà, c'est fait. Le drapeau à damier, lui ne fait pas de wheeling, lève juste la main, ne fait pas de wheeling, lève juste donc la main, il est content. Troisième dans quelques instants, on l'attend. Voilà, il va arriver sous nos yeux. Ici, c'est Marco Gentil qui a un tour de retard, qui passe en wheeling. Ron Aslam, nous n'avons pas vu Christian Saron. Oui, Christian Saron, oh là là, on s'angoisse. Aslam est donc normalement 5e, Garner est 4e. Il est, espérons-le, passé. Voilà, Irons qui arrive. Nous n'avons pas vu à la caméra Christian Saron. Là, je m'angoisse un petit peu. Ah non. Voilà, oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que tout à l'heure on parlait du pilote qui tombe dans le dernier virage, dans le dernier tour de 1. Voilà. Le cœur s'est mis à battre. Je suis sûr qu'on a pris 200 pulsations. Oui. Non, pas vous, Dominique? Non, il est serein, il est très à l'aise, lui, il y pensait même pas. Non, mais je suis quand même heureux pour mon frère, et puis je crois que pour mes parents, ça a quand même été une bonne journée. Oui, pour la famille aussi, parce que tout de même, deuxième place en 2,5, troisième place en 500, 2 pôles position. Je crois que vous avez merveilleusement, superbement rempli votre contrat, là. Voilà, je crois que mon père pourra arroser ça ce soir. Oui, déjà, il a déjà été arrosé. Je récapitule très rapidement les places au championnat du monde. Le classement d'abord, peut-être. Le classement, le classement. Randy Mamola, vous voyez ici sous les yeux, premier devant Chili, 3e Saron, 4e Garner, 5e Aslam, Mackenzie 6e, en tête du championnat du monde, toujours Wayne Garner 93 points, 2e Mamola 81, 3e Lawson 64 points. À tout à l'heure pour les sidecars.